Nous sommes le jeudi 8 septembre 2011 à Lausanne, chez vous, Claude Champion. On va commencer par une toute petite introduction biographique. Vous êtes né en 1942 au Landron, de parents romans. Et puis vous avez grandi dans le canton de Vaud à plusieurs endroits parce que vous étiez amené à suivre, si je ne me trompe pas, votre père qui travaillait pour les chemins de fer. C'est bien ça? C'est ça, oui. Vous avez suivi votre scolarité à Rolle d'abord, pour les écoles primaires, et puis à Vevey pour les écoles secondaires, tout en vivant à Riva et puis à Clarens, dans le canton de Vaud. Expliquez-nous peut-être pour commencer dans quel milieu socioculturel vous avez grandi. Bah, vous l'avez dit en partie, un père, on va dire fonctionnaire, mais un employé des chemins de fer, c'est peut-être aussi un petit peu particulier, parce que c'est un fonctionnaire avec des horaires très exceptionnels, jour, nuit, week-end, des choses comme ça. Mais lui, venant de la petite paysannerie du Jura vaudois, et ma mère aussi d'ailleurs. Donc je vais appeler ça petite paysannerie pauvre, parce que quand on dit paysannerie aujourd'hui, on imagine des gens avec des fermes, des élevages, des vaches, etc. Là, c'était de la survie avec 8 enfants et 2 vaches, quoi. C'était plutôt ce genre de choses à l'époque. Alors, c'est ça mon milieu. Et puis, voilà. Alors dites-moi à quoi sont rattachés vos premiers souvenirs liés au cinéma, pour parler de cinéma. Oui, mes premiers souvenirs liés au cinéma, c'est bien sûr moi, spectateur du cinéma. Je peux pas dire de quand ça date, mais je pense que je devais être très jeune. J'imagine quand même, enfin, disons très jeune, on va dire autour des 6 ans, quoi, puisque quand même à l'époque, les images mouvantes ne couraient pas les rues et les écrans, donc il fallait aller au cinéma, ça c'est sûr. Mais j'ai dû aller au cinéma à peu près à cet âge-là. Évidemment, voir, je ne saurais pas dire dans la chronologie, Blanche-Neige, des choses comme ça. Euh, et puis ce qui me reste très précisément, puisque c'était à Rolle, donc voilà, entre 6, 8, 9 ans comme ça. J'ai des souvenirs de western, de films d'aventure américains, c'est ça qui me reste principalement. Et puis j'ai des souvenirs de soirs d'été dans la rue du Nord, où habite, je crois, toujours Jean-Luc Godard. Il y avait l'arrière d'un cinéma qui devait s'appeler Cinéma Central, qui lui donnait sur la Grande Rue. Et l'arrière, c'était la cabine de projection. Et les soirs d'été, le, le projectionniste ouvrait sa porte arrière pour que nous puissions, pour aérer sa cabine, et puis les enfants du quartier se coinçaient dans la cabine pour regarder à travers les petites vitres, là, les films. Puis de temps en temps, ils nous laissaient entrer au fond de salle pour regarder les actualités, et puis ils nous viraient dès que le film commençait, parce qu'en principe, c'était généralement des films pour adultes, quoi. Le soir, comme ça. Oui. Ça devait être le week-end, je pense. Voilà, ça c'est le début de la passion, quoi. Alors après l'école obligatoire, vous avez fait un apprentissage de typographe à Lausanne, mais sans pour autant y vivre. Vous viviez encore alors chez vos parents. Donc est-ce qu'à cette époque-là, vous m'avez dit que vous aviez peu de loisirs pour fréquenter la cinémathèque qui organisait des projections alors au Ciné-Club à Lausanne, parce que justement vous n'y viviez pas. Mais par contre, vous avez découvert quand même d'autres ciné-clubs, ou dites-nous peut-être à cette période-là comment vous avez eu des premiers contacts avec une cinéphilie ou... Oui, bon, c'est principalement lié peut-être à mon statut d'apprenti typographe, c'est-à-dire que il y avait des associations d'apprentis, associations culturelles, enfin, quelque chose comme ça, je crois, qui étaient menées par des typographes eux-mêmes. Et dans ces manifestations-là, il y avait des projections de films. Je pense que j'ai vu Nanook, j'ai vu Louisiana Story, des choses comme ça dans ce cadre.
je sais pas quoi, salle du Club Alpin à Lausanne, le projecteur 16 mm, les apprentis typographes qui voulaient bien venir, tout ça. Je pense que c'est un peu comme ça. Et il me semble que c'est à partir de là aussi que j'ai dû assister à une conférence de Buach sur le cinéma, mais qui était peut-être même une sorte de séminaire sur un week-end. J'ai un souvenir un peu comme ça. Euh, Comme parallèlement, à l'époque, j'étais ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait, je sais pas, jeune paroissien, c'est-à-dire que quand je vivais à Clarence, j'étais un peu impliqué dans les jeunesses protestantes du coin. Il y a eu aussi un certain nombre de, comment dire, d'approches de ciné-club. Mais c'est vrai que, à part le, enfin, le cinéma lui-même, où j'allais, ça c'est clair, entre 14, enfin, à partir de 13 ans, 14 ans, quand j'étais au collège à Vevey, c'est vrai que le cinéma, j'y étais tout le temps. Dans les salles il y avait beaucoup de salles de cinéma, hein. Il y en avait 3 ou 4 à Vevey, il y en avait à Montreux. Je venais pas tellement à Lausanne, et quand j'étais apprenti, je pense pas que j'avais trop le loisir là après. Par contre, vous m'aviez dit que vous avez ressenti une sorte de saturation du spectacle cinématographique et puis que vous aviez envie de le découvrir. Oui, j'ai le souvenir de ça, c'est-à-dire d'avoir eu un peu l'impression autour des 16 ans comme ça, d'avoir un peu tout vu, enfin vu tous les films, là, mais ça veut dire un peu d'avoir vu toujours les mêmes histoires, enfin de revoir les mêmes histoires, mais aussi parce que immanquablement je choisissais rien. Bon, il y avait évidemment pas la prolifération euh, des films, des nationalités, des cultures, ça c'est sûr. Mais c'était sans doute lié beaucoup aussi à une approche très première du spectacle. Un point, c'est tout, quoi. On raconte une histoire et puis c'est quoi? Toujours un peu la même, elle commence, elle se développe, il y a des conflits. Après, on apprend ça, quoi. Il y a des conflits, puis elle finit, puis il y a toujours une histoire d'amour au milieu. Enfin, c'est des choses de ce genre. Et au fond, si je dis ça, c'est que ça a été assez fort dans des contacts, dans ces contacts-là, dans le cadre de ma vie d'apprenti, ou avec des jeunes paroissiens qui étaient des étudiants, pour certains, étudiants en lettres, ou je ne sais pas quoi, qui eux étudiaient à Lausanne, ou dans les discussions que je pouvais avoir avec eux, tout d'un coup, il y a eu une révélation d'une autre façon d'imaginer le cinéma. Et puis les bouquins super standards, Henri Agel, Sadoul, enfin voilà, à partir de là, avec 3 bouquins de base, tout d'un coup le cinéma s'ouvrait, quoi. Et puis c'est à cette époque que vous avez été lié à la création du Ciné-Club de Montreux. Oui, oui. Alors est-ce qu'on peut déjà dater un petit peu la création de ce Ciné-Club, et puis est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les protagonistes? Je suis très mauvais dans les dates. Vous étiez en apprentissage à Lausanne? Oui, tout à fait. J'étais en apprentissage à Lausanne. Quel âge j'avais? C'était immanquablement entre 16 et 20, mais ça veut dire 17, par là autour. Je pense que c'était plutôt autour de 17 ans. Et puis c'est à peu près par là, je crois que le Ciné-Club de Montreux... mais quand je dis que j'ai de la peine avec les dates comme ça, c'est que après, maintenant, tout d'un coup, je suis en train de me dire oui, mais est-ce que c'était pas à peu près au moment où on a réalisé Les Pluies de l'été? Donc là, c'était plutôt autour des 20 ans. Mais enfin, ça tourne là autour, quoi. Bon, ce ciné-club de Montreux, il était lié à un certain nombre de personnes dont je ne me souviens pas, qui devaient être comment il faut dire, un peu des notables, on va dire, du coin. Je sais pas, il pouvait peut-être y avoir un avocat ou un prof, des choses comme ça. Mais il y avait en tout cas un journaliste qui s'appelait André Jobin, qui était journaliste au Journal de Montreux, et avec qui travaillait Jacques Pilet, qui était un copain d'adolescence, là. Et c'est un peu autour de ça, je crois, que l'idée de ce ciné-club, de créer un ciné-club est venue. Et puis voilà. Mais vous avez une fonction, j'ai participé à cette création, c'est-à-dire on a fabriqué une association. Comme j'avais commencé à lire des livres sur le cinéma et que ça m'intéressait et qu'on avait, j'imagine déjà un petit peu le projet, enfin de fabriquer des films, je me suis engagé à présenter des films, quoi, c'est-à-dire à essayer de les analyser et les présenter. Bon, une présentation de film, c'est 5 minutes devant un public, mais ça demande quand même d'une part de l'avoir vu, ce qui n'était pas non plus super simple, ou alors si on ne l'avait pas vu, d'avoir potassé
un certain nombre de dossiers critiques ou des choses comme ça, quoi. Est-ce qu'à l'époque, j'allais à la Cinémathèque regarder ça? J'ai un petit peu de peine à le savoir. Parce que la Cinémathèque, ça, il faut savoir que c'était une pièce un peu plus grande que ça, quoi, dans un endroit pas possible, collé au pied de la cathédrale à Lausanne avec Buach enfoui dans ses papiers. Mais c'est pas impossible que je suis allé voir des choses, hein. Et je pense de toute façon d'un ciné-club, puisque les films étaient pris à la Cinémathèque pour la plupart, hein, les ciné-clubs, il y a dû avoir des contacts là, à ce moment-là. Ouais. Moi, c'est ce type de fonction, quoi. Mais ça a marché très fort, il y a eu énormément de gens, c'était très dynamique cette histoire de ciné-club. Et puis vous avez évoqué Freddy Buach, vous m'avez dit que vous lui avez écrit une lettre, c'est juste? Oui. Qu'est-ce que vous lui demandiez ou qu'est-ce que vous lui disiez? Moi, je lui demandais comment faire pour faire des films. Ben là aussi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Bon, il a répondu ce qu'on pouvait répondre à l'époque, c'était de dire, ben voilà, ou bien vous pouvez aller vous former dans une école, il n'y en a pas en Suisse, donc choisissez Rome, Paris, peut-être Los Angeles, mais je ne pense pas qu'il m'a proposé ça, mais en tout cas Paris-Rome, c'est sûr. Ou alors, le point principal, puisque c'était peu après le grand succès d'Henri Brand avec, quand nous étions petits-enfants, c'était de dire, ben voilà, il y a une manière comme ça, c'est de faire soi-même des films, et puis petit à petit, pour lui, je pense que c'était assez évident ça, même si lui était un intellectuel, enfin, un intellectuel avec une formation universitaire. Le pragmatisme lié au cinéma, je pense, c'était assez important. Donc moi, j'ai retenu ça comme chose principale, c'est-à-dire, allez-y, faites des choses et vous verrez bien si ça marche. Henri Brand, vous connaissiez? Non, mais j'avais vu le film, ça c'est sûr, mais je ne le connaissais pas et je me souviens pas de l'avoir rencontré à cette époque, hein. Mais vous aviez vu ce film, donc il était passé en Suisse romande? Dans le circuit. Oui, bien sûr. Oui, il est sorti. Là. En tout cas, en Suisse romande, Lausanne, il a eu un très grand succès. Ça, c'est sûr. Et puis, à part ça, vous vous souvenez quelle image vous aviez du cinéma suisse à cette époque-là? Ça vous disait quelque chose? Non, on va dire que le cinéma suisse n'existait pas, ce qui n'est pas vrai. Mais il y avait, le cinéma suisse romand n'existait pas, ça c'est clair et net. S'il y avait un cinéma suisse, il avait existé pendant la guerre, mais avec la présence à Zurich, ça c'était quand même plus... Enfin, ça existait peut-être encore, hein, les 50, 60, puisque La Dernière Chance, et puis les films un peu plus dialectaux après, ça existait encore, mais en Suisse romande, on ne les voyait pas, ou on ne s'y intéressait pas, où il y avait une salle qui s'appelait le Mont-Choisy à Lausanne, qui projetait les films en suisse allemand et en allemand. Ah, c'est quand même pas mal, ça, comme histoire. Mais j'y avais jamais mis les pieds à l'époque, c'est clair. Donc le cinéma suisse, c'était un peu ça quand même, de se dire, j'aimerais faire des films, mais ça n'existe pas. Comment fait-on? Alors, venons-en au plus de l'été. On a parlé tout à l'heure du journal de Montreux, autour duquel gravitaient ces quelques personnes qui ont lancé le ciné-club. C'est aussi avec ces gens-là que vous avez entrepris de réaliser ce premier film. Alors, bon, c'est un projet qui s'est monté à 4 avec Jacques Pillet, qu'on connaît bien en Suisse romande, mais aussi avec Claude Manzoni et Claude Stebler. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces deux hommes? Claude Manzoni était aussi journaliste au journal de Montreux, donc on est dans ce genre de relation aux médias. Claude Manzoni était comment dire, quelqu'un qui adorait mettre des gens ensemble. Alors, je pense que c'est lui qui a dû grouper les gens. Comment connaissait-il Claude Stebler? Je ne me souviens plus très bien, mais Claude Stebler était peintre en lettres. Enfin, il avait une profession qui n'avait rien à voir avec le journalisme. C'était on va dire un manuel talentueux, et je ne sais plus très bien comment il l'avait rencontré. Mais il nous a rassemblés entre Claude Stebler, Jacques Pillet, bon, on se connaissait déjà avec... et puis voilà, avec l'idée de... Enfin,
j'ai le souvenir de ça, c'est-à-dire d'un Manzoni qui dit, mais voilà, il y a un Pillet qui écrit, Pillet, à part d'être journaliste aujourd'hui et d'être on va dire un grand reporter ou un penseur de l'économie et de la politique, c'était quelqu'un qui avait envie d'écrire, qui avait à la limite envie d'être un poète ou un romancier. Enfin, à l'adolescence, tous ces rêves existaient. Moi, c'est vrai, j'avais dit quand même quelquefois que faire des films, c'est quelque chose qui m'intéressait, je l'avais lâché. Et puis Stabler, lui, il en faisait. Alors, ça tombait très bien. C'est-à-dire que lui, j'ai dit, il était peintre en lettres, mais c'était un fou du cinéma. Il s'était acheté une caméra à 16 mm. Il avait commencé, je pense, en format 9.5, qui existait pour les amateurs à l'époque. Puis il était en 16 mm avec une petite paillarde Bolex. Et il tournait des films le dimanche, enfin voilà. Mais pas seulement, il tournait pas la famille, parce que ça coûtait quand même relativement cher, c'est pas ça qui l'intéressait. Il essayait de faire des essais semi-documentaires, semi-poétiques, et puis des petites fictions, même, des petites narrations. Donc au fond, Manzoni a dit, ben voilà, on a les gens qu'il faut pour fabriquer un film, allez-y. Puis on s'est dit, ben oui, puis on y allait. Alors voilà, on s'est immédiatement réparti les rôles tels qu'on avait appris les choses dans les livres, c'est-à-dire il y a un scénariste, il faut écrire un scénario, il y a un réalisateur, il va faire le découpage, il y a le caméraman, il se débrouille avec les questions de la technique, et puis Manzoni qui supervisait un peu tout ça, trouvait des gens aussi, des copains, pour fabriquer un travelling. Le papa de Claude Stabler était menuisier, donc il nous avait fabriqué un travelling avec des rails en bois, enfin c'est des trucs de genre, quoi. Ça a marché comme ça. Ça a pris pas mal de temps à construire. Il n'y avait pas de question d'argent parce que, puisque c'était de l'amateurisme complet, il fallait pouvoir payer la pellicule, ce qui était quand même à notre époque relativement cher. Mais bon, on tournait un original inversible, des petites bobines, si je ne me trompe pas, de 30 mètres. Donc, d'une durée assez limitée. Puis on accumulait ces bobines et puis après il fallait monter tout ça, quoi. On s'est donné, comment dire, je crois qu'on a fait de l'imitation du cinéma, c'est-à-dire voilà, on se dit on veut faire un film, c'est quoi un film, et ben on raconte une histoire et puis comment on la raconte, mais c'est vrai, comment on la raconte et puis qu'est-ce qu'on veut raconter. Alors on était dans une histoire d'adolescents, il y avait les adolescents enfin, on était des adolescents et comment on vivait notre opposition un peu, non pas politique, mais à un monde un peu tassé, un peu convenu. Et puis, voilà, on avait une petite histoire d'amour à raconter qui se trouvait un peu en vicissitude contre les règles du monde. Mais c'était traité de façon très allusive puisque, d'abord, on n'avait pas... Enfin, on avait les moyens... C'est les moyens de films intimistes quand même, on va dire ça comme ça, quoi. Donc c'était filmé sur du 16 mm. Ouais. Et puis au niveau du son, comment vous êtes débrouillé? Eh ben voilà, il n'y avait pas de son direct possible à l'époque, puisque les caméras n'étaient pas insonorisées, qu'il n'y avait pas, je crois, d'enregistreur. Ouais, il y avait des enregistreurs portables, mais bon, je me demande si Nagra existait déjà, peut-être, mais c'était en tout cas hors de notre portée. Et puis, parce que je sais que un peu plus tard, je me suis acheté un petit enregistreur dit portable, qui était quand même gros comme ça, à 3,5 kg, ouais, ça allait. Mais bon, il n'y avait aucune synchronisation possible entre l'image et le son. Enfin, il y avait des systèmes d'amateurs très tordus, donc nous, on ne s'est pas préoccupé de ça. Donc on a fait encore plus grand studio, on a post-synchronisé, c'est-à-dire on s'est dit, peut-être on enregistrait d'ailleurs, mais pas comme son témoin, peut-être pas, je ne sais plus. Et puis on retranscrivait tout ça, puis une fois qu'on avait fait le montage, on a décidé de post-synchroniser tout ça, quoi. Aussi pour maîtriser les questions de mix, hein, parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller dans les studios. Enfin, il y en avait même, enfin, est-ce qu'il y en avait? Oui, il y en avait. Je pense qu'à Berne, chez Schwarzfilm, Sonor Film, ça devait déjà exister, mais on ne le savait même pas. Donc nous, on a imaginé que puisque les conditions de projection dans une salle de cinéma étaient étudiées pour acoustiquement être bonnes, ça devait être aussi bon pour pouvoir enregistrer. Enfin, on avait un peu pensé comme ça. Et puis on a fait ça dans une salle de cinéma. On travaillait la nuit dans un cinéma qu'un propriétaire nous prêtait.
Et puis Donc le montage aussi? Non, le montage il s'est fait comment on dit, à la visionneuse manuelle, donc d'une façon très très empirique, puisqu'il s'agissait de tourner la manivelle, de choisir les longueurs, etc., clic-clac, coller, etc. Mais justement, le montage était fait, la sonorisation, elle s'est faite montage fini. Voilà, avec des durées de bruitage, la synchro, elle est évidemment très aléatoire, mais enfin, voilà, c'est à peu près synchro, quoi. Si j'ai le souvenir de ce truc. Est-ce que ce film est sorti? Vous l'avez montré? Ah ben oui, c'était le but. On faisait pas ça pour nous tous. Ouais, ah ben ouais. Non, nous on avait... Alors, on savait qu'il y avait des petits festivals, on était amateurs, donc on n'avait pas d'autre vision, quoi. Donc on a proposé le film au premier festival. Il me semble que c'était même la première ou deuxième année de ce festival amateur qui avait lieu à Rolle. Oui. Ça s'appelle le Festival de Rolle. Peut-être bien que c'est la première fois. Et donc on s'y est proposé, le film a été pris, et puis il a été je sais pas, lors de ses projections, c'était bien vu, quoi. Il y a eu des journalistes qui ont dit « Ah ouais, c'est intéressant, tout ça ». Ça nous a un peu gonflé, quoi. On s'est dit « Ça va, on peut y aller, quoi ». Mais il a reçu un prix, surtout. Alors oui, il a reçu un prix, oui. Il a reçu un prix. Oui, mais bon, les prix aujourd'hui, il y en a partout, il y en a 12 par festival. Enfin, là, puis c'était un petit festival de cinéma amateur, donc pour nous, c'était très satisfaisant, mais enfin, on ne pouvait pas en faire une montagne, sauf que comme il y avait des journalistes, évidemment, il y a eu des comptes rendus, des choses comme ça a été bien. Après, le Ciné-Club de Lausanne, je crois, nous a demandé de le projeter, donc on s'est aussi ingénié, on le savait qu'on le projetterait au Ciné-Club de Montreux. Et puis, si je me trompe, il s'appelle comment ce prix? C'est pas le prix de la télévision romande. C'était le prix de la télévision suisse, oui. Donc, la télévision romande a diffusé le film. Et moi, je suis à peu près sûr que c'était un prime time, comme on dit aujourd'hui. C'est quand même assez remarquable. Mais enfin, il n'y avait pas d'autre chose que du prime time à l'époque. Il faut quand même voir. C'est-à-dire que ça ne diffusait pas du matin à la nuit. Et puis, voilà. Donc, non, ça c'était... On va dire que cette histoire, c'était notre apprentissage. C'était de se dire, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on arrive au bout? Est-ce que quand on est arrivé au bout, il y a quelque chose qui se tient? Et après, quand il y a des gens qui viennent voir ça, est-ce que ça leur apparaît être du cinéma? On est arrivé à la fin de tout ça, c'était probant, quoi. On avait réussi le truc. Donc, à part Pilet qui lui avait ses visées journalistiques, même s'il se disait « Ah ouais, je pourrais être scénariste, etc. » Mais bon, c'était un peu lointain dans une cinématographie suisse inexistante. Donc, c'était plus aisé pour moi de me dire « Ah ben ouais, le cinéma, je vais essayer de faire ça, quoi. » Puis, la télévision, ça a été une éventualité? Parce que vous avez reçu ce prix de la télévision suisse. Oui, moi, en termes de formation, ça a été, je crois, un peu ma première idée de me dire, mais alors est-ce que, puisque la télévision existe, on savait qu'il y avait quelques personnes, genre Alain Tanner, je crois que... Alain Tanner, je devais connaître. 67, Les Apprentis, non? Oui, tout ça. À fait. Donc j'avais vu 64, Les Apprentis. Ouais, bon, alors c'est en plein... Ouais, c'est à peu près en plein là-dedans, quoi. Ouais. Donc oui, à ce moment-là, j'ai dû me dire télévision. Mais j'ai fait des offres à la télévision, mais tout ça était très hiérarchisé. Comme moi, j'étais un apprenti typographe avec un certificat de fin d'apprentissage. J'avais pas d'études, j'avais pas de gymnase, etc. Donc on m'a pris très vite de haut, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, le film, il avait été diffusé, donc j'ai pu rencontrer le directeur de la télévision. Donc, il y avait une certaine... Ok, il y a un film qui a été diffusé, mais si vous voulez venir à la télévision, on peut vous trouver dans un emploi. Il vous faut commencer comme tout le monde au début, câbleman, tirer des câbles derrière les caméras dans les studios. Puis j'ai essayé de discuter pour voir, oui, si c'est un stage. Non, c'était, voilà, puis on verra. Puis au fond, ça n'avait aucun sens, parce que passer des semaines ou des mois, ou même des années à faire des petits boulots comme ça, c'était pas approcher la réalisation. Donc,
Cela dit, J'ai dit petite non. parenthèse, mais Claude Steber a fait carrière à la TSR comme caméraman. Oui, alors parce que dans les mêmes entretiens avec le directeur, je me souviens, on a proposé, je dis on parce que peut-être il y a un moment c'était avec Jacques Pilet, Jacques Pilet qui journaliste après a aussi beaucoup travaillé à la télévision, mais Claude Sebler, c'est vrai qu'à ce moment-là, son image des pluies de l'été avait quand même pas mal épaté les pros hein, de l'époque. Et ça, il faut quand même reconnaître que tourner sur une année une histoire qui se passe en un jour et une nuit en décor naturel, et puis d'avoir une cohérence de lumière comme il l'a fait, c'est pas mal. Ouais, je crois qu'encore aujourd'hui, on peut se dire c'est pas mal du tout. Et donc, il avait conscience de ça, et on voyait qu'il savait, voilà, c'était assez fort. Mais là aussi, on lui a proposé un boulot d'assistant. Oui, Ça a commencé au début, mais bon, à l'image, c'était quand même un petit peu plus clair. Il a été assistant, après il pouvait être à la caméra. Plus tard, il est devenu directeur de la photo. Mais donc, il était valorisé là-dedans. Tandis qu'être câbleman, à partir du moment où vous dites j'aimerais réaliser des films, c'est s'imaginer 10 ans de galère. Alors, vous n'avez pas de temps à perdre. Alors, quelle décision est-ce que vous avez prise à partir de ce moment-là? Après cette première expérience. Qu'est-ce que j'ai pris comme décision? De continuer à faire des films, de chercher des opportunités. Mais dans la vie, les choses sont amusantes. Là, comme ça, je suis un peu pris de court parce que je me dis, tiens, ça s'est enchaîné comment? Comment j'ai réfléchi? Oui, faire des films. Mais ça, c'était vraiment très fermé parce que bricoler des choses sans argent du tout, il n'était pas question de continuer comme ça. Donc il fallait d'abord se former un peu. Mais bon, il y a eu des possibilités fortuites. Il y a des gens qui ont fabriqué un film bizarre ici. Je me suis retrouvé à les rencontrer puis à être engagé comme assistant. Et puis c'est un peu comme ça que j'ai commencé à... C'est quoi un film bizarre? De quel film est-ce que vous parlez? Mais un film bizarre, c'est des choses qui se passaient d'ailleurs en Suisse assez régulièrement. C'est-à-dire qu'il y avait tout d'un coup un producteur, un réalisateur de première ou de 18e zone qui se disait il faut tourner tel truc en Suisse, puis qui se pointait ici, ou bien il avait de l'argent à blanchir, enfin j'en sais rien, je raconte un peu n'importe quoi, mais c'était des choses fortuites de gens. Dans l'histoire, on va trouver à la Cinémathèque des exemples de genre de films qui ont été tournés ici. Il y a des rushs, on ne sait plus ce qui est devenu. Et là, ce film bizarre, c'était un peu ça. C'était un producteur anglais, un jeune gars. Pourquoi était-il producteur? Je n'en sais plus rien. Est-ce qu'il était dans la banque ou est-ce qu'il avait une fortune, je ne sais pas quoi. Il était à coquiner avec un réalisateur américain qui s'appelait Mel Wells, qui avait dû faire de la réalisation de séries un peu Z du côté de Cinecittà, il me semble, peut-être aussi un peu aux États-Unis, mais ça j'en suis moins sûr. Et puis ils avaient concocté une production indépendante à partir de la Maison Tellier de Maupassant. Je crois que ça c'était assez clairement le départ de l'histoire. Ça s'appelait Quiet Business. Et moi, je me suis trouvé là-dedans parce que voilà, les prix de l'été venaient de passer à la télévision. Le financier suisse l'avait vu. Enfin voilà, il n'y avait pas 1000 personnes qui faisaient ce genre de boulot. Il se trouve, enfin, puis il y a des relations avec le Festival de Rôle qui fait que voilà, je fus convoqué, j'y suis allé, on m'a dit ça va, t'es premier assistant, quoi. J'ai dit bon d'accord, très bien. Ça consiste en quoi? On va voir. Le film devait se tourner complètement en Suisse. Les intérieurs dans une maison qui s'appelait la Villa Paderewski à Morges, parce que c'était une grande maison bourgeoise qui allait être détruite avec la fabrication de l'autoroute, donc elle pouvait être utilisée quasiment comme un studio. Et puis en décor extérieur, ces Américanos anglo-italiens avaient imaginé qu'ils allaient faire les extérieurs dans un milieu un peu latin, qu'ils allaient le faire au Tessin, imaginant qu'il allait faire beau tout l'été au Tessin. Puis quand ils se sont rendus compte que c'était peut-être plus problématique que ça, que c'était pas la côte ouest américaine, ils ont décidé d'aller tourner au Portugal. Alors voilà, j'étais embarqué sur un tournage extérieur au Portugal. Vous avez suivi ce tournage? Oui, j'étais sur le coup. Sauf que, évidemment, mon rôle de premier assistant, comme je savais pas très... J'avais lu les livres, mais enfin, je savais pas très bien comment ça fonctionnait. Il y a eu un certain nombre de confusions qu'on fait que... J'attendais un peu que le réalisateur
mais disent ce qu'ils voulaient. Comme le réalisateur suisse, il était mis un peu en marge par l'américain qui était beaucoup plus fort et solide, et que lui me parlait à peine. J'attendais qu'il me dise ce qu'il fallait faire, et au fond, lui, il attendait ce que doit faire un premier assistant, c'est-à-dire tout préparer pour lui dire voilà ce qu'on a fait pour que lui puisse choisir dedans. Donc, au bout d'un moment, rien n'était préparé, c'était la catastrophe. Mais j'ai pas été viré, on m'a dit bon, tu seras deuxième ou troisième, et puis ils ont fait venir un vrai premier assistant de Rome qui est arrivé avec tous ses cahiers, tous ses trucs, son organisation. Mais c'était bien parce que j'ai beaucoup appris là. Réellement à ce moment-là. Voilà. Et puis suite à ça, vous avez aussi été assistant à Paris de Serge Roulet. Est-ce qu'on peut en dire juste quelques mots? Comment vous êtes retrouvé là? Peut-être mettre aussi une ou deux dates? C'est la suite de ce genre d'histoire, enfin fortuite, c'est-à-dire j'avais rencontré un gars sur ces tournages bricolés, un lausannois qui avait une grande carrière dans des événements et des choses comme ça, puis qui tout d'un coup s'est trouvé une fibre d'acteur. Il s'est dit, ah, mais je pourrais aller à Paris, voir si on n'a pas besoin de moi dans le cinéma français. Puis on est partis ensemble en bagnole. Moi, je me suis dit, ah bon, je pourrais. Puis j'avais récolté une adresse d'un jeune, on va dire un jeune réalisateur, enfin un peu marginal français, qui s'appelait Serge Roulet, qui lui avait réalisé, je crois, des courts-métrages, mais j'en ai même pas tellement de souvenirs. Il avait fait l'IDEC, je crois, il avait sa formation et il était en passe d'écrire un long métrage. Et il avait surtout travaillé comme assistant de Bresson. Il était le premier assistant de Bresson sur, je ne sais plus, X films. Tiens, Bresson, je ne l'ai pas cité, mais je pense qu'il fait complètement partie aussi de ma cinémathèque personnelle assez essentielle. Ouais. Donc, Serge Roulet, assistant de Bresson, évidemment, ça me branchait, quoi. Donc, je l'ai rencontré à Paris, c'est des trucs drôles, et puis il a dit oui, quoi, tu peux venir bosser, quoi. La seule condition qu'il m'a mis, c'est qu'il m'a dit, tu viens travailler, on va travailler sur 2 courts-métrages. Il avait deux courts-métrages commandés par les Affaires étrangères françaises, je sais pas quoi, sur des écrivains. Et puis il m'a dit, mais il faut que tu aies ton permis de conduire, parce que c'est toi qui vas aller faire les prises de vue à travers la France. Je lui ai dit, ah bon, d'accord. Donc je me suis dépêché de faire un permis de conduire et puis je suis parti à Paris. Mais j'ai jamais fait de long métrage avec lui parce que on a fait les courts métrages et puis le long métrage s'est pas fait. Enfin celui sur lequel il avait travaillé, avec qui j'avais un peu travaillé sur le scénario avec lui aussi. Il n'a pas réussi à le financer. Puis bon, voilà, l'engagement s'est arrêté. Puis je me suis débrouillé pour continuer ma vie à Paris dans le domaine que j'avais appris, c'est-à-dire la typographie, la maquette d'édition, des choses comme ça. Je me suis fait engager dans un studio de pub, et puis j'ai fait pendant 1 an, 2 ans comme ça de la maquette dans un studio de publicitaire, quoi. Mais c'était un monde très très fermé, c'est-à-dire voilà, une industrie, ça fonctionne avec des gens qui ont des qualifications. Les qualifications en France, tu t'intitules pas caméraman, tu dois avoir fait tes études, tu dois avoir tes licences, pareil pour la réalisation, tout ça, quoi. Donc moi je pouvais commencer que tout début, c'est-à-dire stagiaire sur un tournage, pas payé, etc. Mais même là, il y avait tous les enfants de tous les techniciens, tous les réalisateurs à mode qui voulaient être, et c'est eux qu'on prenait. Je le dis comme ça parce que c'est un peu un gag, mais c'est quand même un peu vrai. Je me souviens, j'ai rencontré Yves Robert aussi, Daniel Delorme, parce que leur fille travaillait dans le studio où j'étais, on était très copains. Et ben c'est pareil, tu vois. Comment, ben oui, on pourrait t'engager sur un film, mais bon, il y en a 12 autres, c'est quoi tes spécificités? Moi, je parlais pas 12 langues. Si j'en avais parlé 12 et qu'ils avaient eu un film en turc et que je parlais turc, j'aurais eu cette chance, mais ça s'est jamais passé, quoi. Donc, non, ça c'est pas arrivé, quoi. Donc, voilà, les contacts cinématographiques à Paris ont été assez faibles, on va dire. Sinon, alors, autre chose, d'éminemment formateur, c'est qu'il y avait la Cinémathèque française, quoi. Alors, je pense que j'étais, en tout cas 2 voire 3 fois par semaine à la Cinémathèque, au Toulme ou bien à Chaillot, puisqu'il y avait les 2 endroits à l'époque. Et puis c'était quand même la toute grande époque des salles d'art et d'essai. Il y en avait suffisamment pour tout voir, quoi. Vraiment tout voir. J'ai découvert
les documentaristes canadiens, j'ai découvert Straub, j'ai découvert, bon, évidemment tous les films japonais, un paquet de films russes, Tarkovsky, tout ça. Donc ça, en formation, je dirais traditionnelle du cinéaste qui doit tout voir d'abord, ça, oui, j'ai fait ça, quoi. Donc c'est ça qui s'est passé. Alors, retour en Suisse pour le projet 4 d'entre elles. C'est pour ça que vous êtes revenu? Oui. Donc, ceci explique cela, c'est-à-dire que si j'avais trouvé ma place facilement dans l'univers parisien, c'est clair que je ne serais pas revenu en Suisse, mais à partir du moment où, tout d'un coup, les amis avec qui on a travaillé 3 ans avant se disent « Ah, mais on a des choses qui se développent ici, les mesures d'aide sont peut-être possibles. » Il y a quelques personnes qui ont envie de faire quelque chose. Il y avait Russ Stabler, d'autres gens qui s'étaient connus autour de l'école de photo de Vevey, je crois que c'est un peu comme ça, avec Francis Reusser et Jacques Sandeau, en tout cas. D'accord. Et puis donc Jacques Pillet qui était... Bon, Jacques Pillet qui était dans cette histoire, enfin c'est Jacques Pillet qui a été un peu le vecteur avec une rencontre avec Freddy Landry, prof de maths, mais par ailleurs passionné de cinéma, désireux de devenir producteur, enfin des choses de ce genre. J'entendais parler de ça, parce que dans mes relations avec Pillet épistolaires, hein, ça existait, pas de mail, pas de SMS, donc il fallait s'écrire. Puis je revenais pas souvent, je crois, en Suisse. Mais enfin voilà, cette hypothèse-là m'a quand même engagé pour me dire, bah, c'est là qu'il faut que je fasse des choses, quoi. Je reviens, on essaye de les faire. Donc je mettais de l'argent de côté dans mon boulot pour me dire, ben voilà, la chose sûre, c'est que si on voulait faire des choses comme avant, mais peut-être moins en amateur, il fallait se le payer. L'argent, c'était à nous de le trouver, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. Une fois revenu en Suisse, vous avez encore travaillé comme typographe? Un petit peu, oui, mais je ne sais plus très bien comment, mais j'ai dû... À un moment, j'ai travaillé de nuit aux imprimeries réunies. Là, c'était l'endroit avec les journaux où il était possible de travailler en équipe quasi 3-8. Donc l'avantage du travail de nuit, c'est que c'était très bien payé. Qu'en plus, vous ne claquez pas votre argent en soirée impossible parce qu'elles n'existent plus. Donc vous levez tard le matin, vous n'avez que le choix de travailler à d'autres choses. Enfin, ça marchait très bien pour moi, mais ça a duré quelques mois, ça, ce genre de truc, quoi. Alors j'aimerais bien savoir, dans les premiers contacts pour faire ce film 4 d'entre elles, qu'est-ce qui a été convenu alors, entre vous 4 réalisateurs et avec Landry? Au niveau du financement, au niveau de la durée des films, au niveau peut-être du contenu ou de l'esthétique des films. Qu'est-ce qui a été dit? Oui, je ne sais pas dans quel ordre, c'est bien là, c'est génial. C'est vraiment l'enquêtrice là, comme ça. Je me rends compte à quel point ça doit être difficile pour les accusés, hein, 40 ans plus tard, de dire qu'est-ce que vous avez fait. Alors évidemment, j'ai des souvenirs, tout ça se mêle sans doute en grande partie. L'idée, je pense que l'idée qui venait des 4 réalisateurs, ce qu'il faut dire, ça a commencé avant moi, hein, puisque entre Francis Reusser, Jacques Sandeau, Yves Yersin et Jacques Pillet qui s'étaient rencontrés avec Freddy Landry dans un séminaire de cinéma où ils avaient dû voir des films tchèques en plus. Je raconte ça parce que toute l'identification à cette nouvelle cinématographie tchèque qui naissait, avec Shorm, avec Niemec, Chitilova et puis Forman, je pense que ce cinéma tchèque, même si ce n'était pas dans nos, comment dire, dans nos cordes culturelles et économique, ça frappait parce qu'il y avait le renouveau de quelque chose, hein, avec un cinéma qui était près des gens, qui était dans la rue, etc. Donc ça a intéressé. Oui, parce que le groupe a quand même pris le nom de Milos Film en référence à Forman. Tout à fait, oui, absolument. C'est vrai, quand on a choisi un nom, c'est cette référence-là qu'on a voulu prendre. Donc d'un cinéma qui se faisait dans la rue. C'est quand même ça, qui se faisait avec les gens, de la fiction qui devait se faire avec les gens. Alors, non, je pense que c'était un peu notre credo, mais c'était aussi lié alors au projet lui-même, puisqu'il y avait cette histoire des mesures d'aide de la Confédération, qui avec une loi datant
de 62, n'aidait que les documentaires. Donc on s'était dit, soyons futés, fabriquons un long métrage documentaire, on va pouvoir demander de l'aide. Si je ne me trompe pas, c'était pas de l'aide, c'était des primes à la qualité. Il y avait que ça. Les films étaient primés. Oui, il n'y avait pas d'aide préalable. Il y avait des aides au scénario ou à la réalisation, mais effectivement que pour les documentaires. Donc mais il y avait des aides à la réalisation préalables sur dossier. Et aussi des prêts intermédiaires. Landry nous a parlé de ces Überbrückungskredits. Ouais, mais je ne sais plus si au tout début, tout ça, voilà, ça existait sans doute, mais apparemment, on n'a rien obtenu de tout ça, on ne les a pas demandés. Peut-être parce qu'on s'est dit on aura une prime à la fin, enfin, je ne sais plus comment on a fabriqué ça, mais effectivement, on s'est dit, parce que sur les primes, c'était aussi lié qu'au documentaire. Donc, on a décidé avec nos moyens de fabriquer 4 courts-métrages pour... voilà, il y avait un petit peu des vagues dans le cinéma européen de films à sketch, ça existait. Donc on s'est dit, long métrage, film à sketch, on fait 4 courts métrages, on les met ensemble, on choisit une thématique. Et alors pourquoi a-t-on choisi la thématique de la femme dans la société contemporaine, ces 4 mâles? Je ne saurais pas vous dire comment alors là, vraiment, j'en sais fiche très rien. Mais peut-être ça avait déjà... Moi, je pense que ça avait déjà commencé avant moi, parce que c'est peut-être un plus fortuit que ça. C'est-à-dire que Yves Yersin devait avoir son projet. Parce que l'histoire de la vieille dame qui est faite avec la personne même, qui raconte ses souvenirs, mais qui sont fictionnalisés, je pense que ça, c'était préexistant. Après, Pilet, intéressé aux ados, avait commencé à fabriquer un scénario... c'est un peu comme ça qu'il m'en avait parlé. Et puis pour Reusser, Sando, je ne sais pas comment ça a démarré. Mais... Donc on est parti sur cette thématique, on est parti sur les 4 courts-métrages. On a admis que chacun des réalisateurs produisait son film. Donc vous étiez producteur de votre... Ouais, ça veut dire on cherchait les financements, nous. Ça veut dire qu'on se le payait, quoi. En ce qui concerne entre Pilet et son salaire de journaliste et moi et mes petites économies, c'est comme ça qu'on a fait. D'accord. Je pense que et puis Sando, ça doit être pareil aussi. Yersin, c'est la même chose. Moi, je suis à peu près sûr. Et puis Reusser, je pense que c'est un peu le seul qui a dû... qui lui n'avait vraiment pas un rond, a dû être financé par Landry. Et il me semble me souvenir que ce qu'on avait entendu, c'est que Landry, lui, ne pouvait pas entrer en matière sur chacun des... Puis peut-être aussi qu'on avait voulu garder notre autonomie, j'en sais rien. Mais que lui, il intervenait sur la fabrication finale, c'est-à-dire sur le fait de mettre le film ensemble, et ensuite d'essayer de faire un gonflage en 35 mm pour pouvoir le diffuser en salle, parce qu'on le tournait en 16, mais c'est clair qu'à ce moment-là, envisager de diffuser en 16, c'était à peu près impossible, quoi. Quelques années plus tard, c'est devenu beaucoup plus facile. Dans l'idée, on pouvait convaincre un peu davantage les directeurs de salle, mais là, c'était très bloqué, quoi. Vous avez dit le rôle qu'avait Landry, mais est-ce qu'il intervenait sur vos courts-métrages d'une autre manière que moi, j'en ai pas le souvenir. Sauf qu'on se voyait, c'était associatif. Il venait, on devait discuter, et puis on montrait des trucs en salle de montage. Parce qu'on avait constitué aussi quand même une structure en s'achetant une table de montage, une caméra, enfin pour pouvoir travailler, quoi. Il y avait une association. Donc à ce niveau-là, oui. Au plan, je n'ai pas du tout le souvenir qu'il ait été interventionniste sur les thématiques, en tout cas pas de façon lourde et intrusive, c'est-à-dire si ça s'est fait comme ça, de façon conviviale, parce que ça devait se faire, quoi. C'est un peu comme ça. Moi, j'ai le souvenir que j'ai, voilà. Ensuite, pour la distribution du film, vous m'avez dit que Rialto Film, donc distributeur à Zurich, serait entré en matière pour distribuer le film. Oui. Est-ce que ça s'est fait? Oui, bien sûr. Oui? Oui, tout à fait. Je ne sais plus dans quel ordre les choses ont pu se passer, mais d'abord, je ne crois pas me tromper, il y a une prime de la Confédération. Oui, tout à fait. Alors cette prime, elle a été déterminante parce qu'elle a permis de payer le gonflage. D'accord. En 1935. Et à partir de là, il y a eu aussi un rapport avec la Migros, mais je ne saurais pas dire si parce que la Migros a financé aussi,
enfin je ne sais plus si ça s'appelait déjà le Pourcent culturel Migros de l'époque, ça doit être ça. Et puis donc Landry a établi le contact avec Rialto, est-ce qu'il a essayé d'autres, je ne me souviens plus du tout. Mais Rialto a dit d'accord, oui, ça s'est fait, la distribution s'est faite, la promotion payée par la Migros avec des premières, avec conférences de presse, tout ça, ça s'est fait, absolument. Et ça a modérément fonctionné, quoi. Le film est sorti en salle au Bourg à Lausanne, ça s'appelait L'Écran, je crois, à Genève. Le cinéma où actuellement il y a un petit théâtre qui s'appelle Les Salons, mais qui était pendant longtemps un cinéma d'arrêt-essai, qui était très antérieurement un théâtre déjà, mais voilà. Et puis on l'a sous-titré, et donc il est aussi sorti en Suisse allemande. Donc il y a eu aussi évidemment une diffusion dans d'autres salles, Vevey, Montreux, etc. Aujourd'hui, le box-office, je ne le connais pas, mais je ne le sais plus. Mais disons que c'était pas un succès monumental, mais c'était décent. Je crois que c'était décent. Non, je crois que c'était décent. La presse a suivi. Il y avait incontestablement dans ces 4 films un très bon film qui était celui d'Yersin. Un film intéressant qui était celui de Reusser parce que c'est une sorte de chinoise avant la lettre, alors que c'était avant Godard, quoi, mais c'est une esthétique très proche. Avant la chinoise de Godard, mais c'est une esthétique quand même assez proche. Pour Sando, il s'y est repris à 2 fois, son premier sujet ne fonctionnait pas, il l'a retourné après. Puis pour nous, avec Pilet, on est resté très collé un peu trop collé, je pense, au documentaire, enfin, à une sorte de faux documentaire. Donc, je pense qu'on est un peu entre chèvre et chou. C'est moins intéressant cinématographiquement. Sociologiquement, c'est peut-être pas nul parce que ça raconte des choses sur cette époque. Mais voilà. Alors, c'est ce qui fait que ce film, il était comme ça. Il est disparate quand j'en parle ainsi, puis je crois que c'est comme ça qu'il a été vu. Mais le film de Yersin a marqué quand même assez fort. Et je sais qu'on a été invité au Festival de Cannes, et je ne sais plus si c'est le film entier qui a été au Festival de Cannes, mais je ne crois pas. Sauf celui d'Yersin. Il me semble que c'est seulement, on a dû isoler celui d'Yersin. Mais enfin, on y était tous, parce que voilà, on était solidaires. Et puis, ça nous a aidé à sortir le film en France aussi. Parce que là, on l'a sorti complètement. Il est sorti dans un studio d'art et d'essai à Paris. Ça s'est fait, quoi. Donc, l'opération n'était pas tonitruante, mais ça s'est fait, quoi. Vous m'avez dit, entre autres pour ces questions de primes de la Confédération qui étaient accordées seulement à des films documentaires, vous m'avez dit on a documentarisé le film. Alors ce que j'aimerais bien savoir, c'est si c'est à partir de ce moment-là que le documentaire vous a intéressé, parce que le premier film c'était clairement un film de fiction, et puis à partir de là, ce sera quand même beaucoup des documentaires. Ouais. Que Ça, honnêtement, je ne sais plus très bien. Je pense pas. Je pense que la frustration restait. C'est-à-dire que le rêve était un rêve de fiction, quoi. Mais comment mener ça? Et puis moi, j'étais assez pragmatique. En plus, il fallait l'être parce que moi, j'avais aucune envie de continuer à aller bosser dans des imprimeries, des machins comme ça, quoi. Donc je voulais vraiment faire des films. Alors je prenais un peu ce qui se passait, et puis il y a eu des choses fortuites. L'envie de faire ce documentaire avec Agnès Contat, Yvon. Ça suit directement parce qu'Agnès Contat, dans cette histoire de 4 d'entre elles, je la rencontre, elle veut faire un film de diplôme. Si je ne me trompe pas, elle était en discussion avec Jacqueline Veuve à ce moment-là là-dessus, mais ça n'a pas trop fonctionné entre elles, enfin, etc. Puis on s'est bien entendu et puis on s'est dit, on va le faire ce film. Puis voilà, et à partir de là, il y avait de l'argent parce que c'était une association qui finançait son film de diplôme. Quand je dis de l'argent, hein, on n'est pas dans les centaines de milliers de francs ou les millions d'aujourd'hui, on était dans les dizaines de milliers de francs, quoi. C'était de l'argent, mais enfin c'était un peu plus aisé. Quand on bricolait quelque chose, on y arrivait, quoi. C'était à hauteur humaine, quoi. On pouvait s'en sortir. Donc moi, je fais un documentaire. Parallèlement, je me dis oui, il faut écrire des choses, mais je suis toujours dans
ouais, dans une vision pas traditionnelle, mais quand même de dire il faut d'abord écrire ce scénario, il faut le faire, même si on discutait déjà avec Tanner, que Tanner ne croyait pas au scénario, enfin il y avait des débats de ce genre. Euh, non, je pense que j'étais assez frustré de ne faire que des documentaires, mais Si je ne me trompe pas, mais vous allez me le dire, suite à 4 d'entre elles, il y avait un projet, toujours les 4 mêmes réalisateurs, et avec Landry, de faire 4 longs métrages. C'est juste? Vous vous souvenez plus de ça? ça c'est les informations de Landry. J'ai lu ça dans une lettre de Landry au département fédéral pour Ah recevoir de ouais, l'argent. ouais. Pour, Oh, c'était de bonne guerre de nous présenter comme ça, puisqu'on était... Non, mais je pense que bien sûr, il y avait cette envie. Mais je me demandais Absolument. si pour vous, c'était pas l'idée de faire Les Brigands du Jura à ce moment-là. Si c'est possible que ce soit ce projet-là. Un projet qui était tombé à l'eau, sauf erreur. Oui, mais j'arrive pas à me souvenir comment j'ai engagé les Brigands du Jura. Alors sans doute on était avec Landry. Oui, je pense que les intentions de Landry, effectivement, c'était de continuer. Et puis oui, il nous voyait comme des cinéastes. Donc, les longs métrages, et puis avec cette histoire tchèque, ces visions-là, ils se voyaient assez dans cette histoire. Et nous, on se voyait à fabriquer des longs métrages, oui. Alors, ben, c'est possible hein, que j'ai proposé Les Brigands du Jura, parce que moi, j'avais été fasciné par ce roman de Richard Guarzaroli, qui était sorti à ce moment-là. Et je trouvais complètement génial d'essayer de fabriquer un film historique. Et donc avec Guarzaroli, on a beaucoup travaillé. Le scénario, il s'est fait, hein, il existe, il a été fait en paquet de versions. Il est arrivé vraiment au bout, mais l'impossibilité, elle était liée à deux choses. C'est que c'était totalement utopique, parce que d'une part, à l'époque, le film dit historique était mort et enterré, c'est-à-dire il y avait eu peut-être des films historiques français, après on peut remonter à Ivanhoe, des choses comme ça du côté du cinéma américain, années 50-60, et c'est totalement tombé en désuétude. Et au moment de la nouvelle vague, le film à costume, c'est ringard en diable, donc ça n'existe pas. Et moi, j'arrive comme premier film à proposer un truc qui se passe c'est quand au 17e, au 16e, hein, je pense que c'est le 16e siècle, dans le pays de Vaud, puisque c'est en plein dans l'histoire un peu de la sorcellerie. Hein, c'est un peu lié à les brigands, mais enfin, c'est cette époque-là. Oui, c'est le 16e, je pense. Ah non, mais c'est sous les Bernois. Oui, c'est le 16e, je pense à peu près. Donc j'arrive avec un machin où c'est totalement hors temps. Personne ne va s'intéresser normalement à ça. En Suisse, on n'a jamais fait de film historique à part des Guillaume Tell éventuels. Donc j'apparais comme complètement dingo. Et puis à part ça, c'est compliqué, c'est beaucoup d'argent. Et je ne sais pas si Landry s'est jamais vraiment penché sur la production de ce truc. D'accord. Je ne sais pas du tout. Je sais que moi, j'ai essayé. C'est-à-dire qu'après, je suis parti en piste auprès de producteurs à travers l'Europe et le monde, avec mon scénar. Au Québec, j'ai rencontré des gens, je les fais lire. Les Canadiens étaient assez d'accord, mais enfin, ils étaient quand même assez loin de notre histoire européenne, donc on ne savait pas très bien comment mener une coprode. Parce que le cinéma québécois des années 70, c'est génial, ça foisonne, c'est plein de gens. Moi, j'y vais à un moment où tout le monde fait des films, il y a beaucoup d'argent parce qu'il y a l'Office national du film. Donc, je me dis, je vais faire un truc avec eux, mais alors après, est-ce qu'il faut adapter ça à une histoire de hors-la-loi quelque part dans les forêts québécoises? Ça a changé radicalement, compliqué. Mais il y avait une écoute. Après, j'ai vu des producteurs français. Le dernier en date, c'est un producteur belge qui travaillait avec des Bulgares. Et là, je ne veux pas dire que ça a failli se faire, mais il y a eu des premières études de coprod entre la Belgique et la Bulgarie. Mais ça a foiré parce que les Bulgares étaient prêts à en prendre une grande part de production, parce que cette histoire de Daniel Cros, ça s'appelle le héros de l'histoire, leur rappelait un héros national bulgare, et ils auraient voulu que ça devienne... Puis là, je ne savais plus que faire avec ça, quoi. Donc, c'était bon. Puis voilà, après, ça s'est arrêté comme ça, quoi. Mais... Alors, c'est vrai,
parallèlement à ça, ben oui, j'avais l'impression qu'on s'épuisait dans des choses vraiment trop utopiques et trop impossibles. Ouais, le cinéma, j'avais envie que ce soit grand, que ce soit fort, que ce soit des machins comme ça. Donc, puis quand on passe un temps comme ça à écrire des choses de genre, c'est un peu difficile d'en écrire 12 autres. Donc, c'est les documentaires qui ont plutôt suivi. Puis c'est vrai quand même à un moment dans ces années 70-80, ouais, je me suis senti un peu politiquement à me dire, mais c'est vrai, le docu, c'est totalement fascinant, quoi. Ouais, aller travailler avec les gens, révéler des choses qu'on voit pas. Il y avait toute cette réflexion avec une télévision qui était quand même passablement sclérosée, même si ouais, continent sans visa, temps présent, tout ça, c'était la Rolls des reportages, mais en même temps, de notre point de vue de cinéaste, c'était quand même de la télévision, c'était quand même des messages qui étaient quand même ouais, très encadrés, quoi. Donc c'est pas ça qu'on avait envie de faire. Donc le docu donnait une espèce d'envie de liberté. C'est vrai que je dis que j'ai découvert les Québécois, ça faisait envie de travailler avec la liberté qui était la leur. Et puis ouais, alors je brasse tout ça, mais je pense que c'était pas tellement plus clair que ça. Il y avait toujours le rêve de la fiction, et puis à un moment la concentration sur le docu. Mais c'est vrai que quand je me suis vraiment concentré sur les documentaires, finalement la fiction s'est un peu évanouie là derrière. Yvon Yvonne, un film documentaire que vous avez co-réalisé avec Agnès Contat. Donc c'est une co-réalisation avec elle, ça c'est juste? Oui. Pour elle, c'était un travail de diplôme, oui. de son école. Non, d'une formation spécifique en thérapie de la psychomotricité. C'était courant de faire un film en guise de travail de diplôme? Non. Je pense je crois me souvenir qu'elle a dû y songer de par ses contacts avec le milieu voilà, des jeunes cinéastes de l'époque et spécifiquement par la matière, quoi, puisque parler de motricité en essayant de la montrer et en travaillant avec des images qui bougent, c'était parfaitement cohérent plutôt que d'aligner des pages et des pages. Donc c'est ça l'idée. À partir de là, non, ça se faisait pas. Par contre, c'est un film qui a été montré à Soleure. Ça veut dire que tout ce qui était fait en film en Suisse à cette époque passait à Soleure, parce que j'ai du mal à m'imaginer aujourd'hui que des films de diplôme, évidemment pas sortant d'une école de cinéma, mais de tout type de films de diplôme puissent passer à Soleure. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé. Votre question est perverse parce que ça laisserait entendre que, bon, ben voilà, il y avait tellement peu de films qu'ils y passaient tous. Mais alors, à la fois, c'est vrai, c'est-à-dire que si je ne me trompe pas, les premières années de Soleure, les plusieurs premières années de Soleure, tous les films produits y passaient. Parce qu'effectivement, il n'y en avait pas des masses et des masses. Hors les films télévision, les films de commande, etc. Mais après, il y a quand même une autre chose, c'est que je pense que s'il est passé à Soleure, c'est que le film a intéressé. Mais d'abord, Soleure, c'est vrai, pendant toutes ces années préhistoriques, c'était la vision de la cinématographie suisse. Donc il n'y avait pas de sélection du tout, il n'y avait aucune sélection. Mais ce qui s'est passé à Soleure, c'est que le film il a été extrêmement bien reçu, quoi. Il a vraiment frappé parce que même si ce n'était pas complètement notre intention, je crois que la presque absence de commentaires en suivant juste le comportement et à travers un certain nombre d'exercices des enfants, enfin, je pense que cette discrétion et ce regard avec était une chose qui existait peu, mais là aussi, je pense que ce que j'avais vu... ouais, mais qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu les Québécois, mais c'est quand j'ai quelques-uns, La Motte à Paris, des choses comme ça. Je pense que ce documentaire-là, où on n'intervient pas, mais on est vraiment avec,
Ouais, c'est comme ça qu'on a essayé de faire le film. Il avait des qualités proprement C'était un film, cinématographiques. c'était un film de diplôme, mais moi ça m'a intéressé parce que c'était un film. On fabriquait un film, on se disait pas, on fait ton film de diplôme. Parce que elle aussi, elle était suffisamment à l'aise dans cette relation, à cette association, à ses études, etc., pour ne pas avoir à démontrer, on va dire, ce qu'elle voulait, c'était donner à voir. Et donc c'est ce qu'on a fait, hein, faire un film, c'est ça. Donc, ouais. Pardon, les journées de Soleure, dans ces premières années, vous fréquentiez? Bah, j'y étais en tout cas là, sorti en 68, s'il est sorti en... Alors ça veut dire qu'il a été montré Il quand... était à Soleure en 69. 69? Oui, Ouais. oui, tout à fait. Bon, j'y étais évidemment là. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que j'y suis allé avant? Je me souviens pas très bien. Après, j'y suis allé toujours, régulièrement pendant plusieurs années, parce que c'était vraiment la découverte de tout. Puis c'était les rencontres avec les gens. Enfin, comme c'était quand même assez petit, c'était une occasion de rencontrer vraiment les professionnels. Donc oui, c'était un rendez-vous vraiment important, quoi. À l'époque, quel était votre rapport à la politique culturelle en Suisse? Est-ce que vous y êtes impliqué? Alors, je ne sais plus si c'est exactement cette époque-là, mais il y avait l'association des réalisateurs, la RF, qui avait été créée par Tanner, Lagrange, enfin ouais, je vois, Lagrange et d'autres, surtout des romans, puis quelques Suisses allemands. Et il y a un moment où elle était un peu... Tanner avait travaillé pour la loi, hein, autour de 62, des choses comme ça. Et puis après, cette association, il ne se passait plus grand-chose. Vous en avez fait partie? Oui, moi j'en ai fait partie, je pense quasi tout de suite. Je pense à partir d'Yvon Yvonne, ou en tout cas d'entre elles, je ne sais plus. Et puis on l'a même reprise un peu, je ne sais plus très bien si Yersin était président ou moi, enfin il y a un moment où on a été très impliqués dans cette association. Et alors, bon, je ne vais pas dire culturellement, globalement, en Suisse, je ne sais pas, mais en tout cas avec toutes les questions du cinéma, parce que avec l'ARF, on est un peu les fondateurs de ce qui va devenir le Swiss Film, qui était Film Podium, je ne sais plus quoi. Non? Le Centre Suisse Ouais. du cinéma. Centre Suisse du cinéma. Oui, mais avant Centre Suisse du cinéma, il y avait même un autre nom, je crois. Enfin, on a créé ce genre de choses. On s'est battu comme des dingues pour permettre que les films suisses puissent aller dans les salles de cinéma. Hein. C'est cette histoire d'une lutte anti-cartel, puisqu'on avait interdiction d'aller montrer des films si on n'avait pas un distributeur qui l'avait pris. Donc là, il y a eu des luttes de ce genre. Donc oui, on était très... Alors je dis on, parce que là, les quatre, on était quand même assez soudés, puis quelques autres personnes, puis on était assez actifs là-dessus, ça c'est sûr. Pour faire évoluer aussi la loi. Je ne me souviens plus comment ça s'est passé ça, mais parce que cette loi, pour qu'elle se transforme, mais ça c'est aussi à travers la RF, je crois qu'il y a eu beaucoup de combats. Mais, puis, bon, c'est ce qui a fait aussi, on était assez proche de cinéastes zurichois, donc on a créé une société de production, Nemofilm, avec des Zurichois, donc c'était lié au fait qu'on faisait partie de la même association, que les choses se passaient entre Zurich, Berne et Lausanne, Genève, quoi. D'accord. J'aimerais qu'on évoque deux petits films qui ont été produits par la ZDF. C'était Un dimanche en automne et puis Marie Besson. Vous m'avez dit que c'était des films donc produits par la ZDF, mais que la production était menée par Landry. Alors, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Oui, non, ça veut dire... là, j'ai plus le souvenir très précis, mais c'est Landry qui a eu ce contact avec la ZDF, avec le Kleine Fernsehspiel. Comment et où, ça, j'en sais plus rien, mais je sais qu'un jour, il nous est arrivé en disant, voilà... on a la possibilité de proposer des projets à la ZDF, ils sont d'accord de les financer, faites-le, quoi. C'était du court à moyen métrage. Comme les chaînes allemandes étaient quand même assez riches et que ça faisait pas mal d'argent, ça voulait dire que ce qu'ils donnaient en général, selon ce qu'on inventait, pouvait quasiment payer la production, on va dire ça comme ça. Et donc c'est Landry qui était le producteur de ça, parce que la ZDF au fond était d'accord
de s'engager dans des projets de jeunes auteurs européens, parce que je pense qu'il y avait, voilà, on a eu le contact, mais il y avait d'autres gens. Cette lucarne, Kleine Fernsehspiel, était enfin, très expérimentale et très ouverte. Et donc pas réservé aux Allemands? Pas du tout, non. Mais il y avait des rédacteurs comme ça qui étaient qui circulaient. Sans doute ils sont venus à Solaire. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Il y a dû avoir des contacts de cette manière-là. Et ils cherchaient des choses nouvelles à présenter. Donc ce dont je me souviens précisément, c'est qu'on est parti avec un certain nombre de... Moi j'ai proposé 2 projets, ça, c'est les 2 qui se sont faits. Je ne crois pas en avoir proposé d'autres, peut-être quand même. Est-ce que d'autres membres de Miloš Film en ont proposé? Et y en a-t-il d'autres qui ont été faits? André vous en a parlé? J'ai pas les titres de films ici, mais sauf erreur, oui. Il y en a, ouais. Hein, je crois qu'il y en a. Ouais. D'ailleurs, il y a eu d'autres cinéastes plus tard, peut-être même genre Frédéric Mer, ou je sais pas. C'est possible, hein, il y a des choses comme ça. Et donc, oui, à partir de là, le truc était tout à fait fou parce que c'était carte blanche. Hein. Moi, je n'ai jamais eu ça de ma vie. C'est-à-dire, c'était une demi-page A4 avec le projet, on en discute avec le CNDF, puis ils disent allez-y, quoi. Puis ils attendent de recevoir le film. Donc, super génial. C'était un dimanche en automne, c'est un film qui s'est d'abord appelé Jardin, c'est juste? On peut pas dire ça comme ça, non. Il s'est d'abord pas appelé parce que ça arrive souvent que les films s'appellent pas, donc on met des titres de travail. Je veux dire, c'est le même film. Oui, exactement. C'est pas quelque chose. Donc je pense qu'on a posé comme... oui, c'était peut-être Jardin. Oui, c'est possible. Je dis ça parce que justement, pour celui-là, vous avez reçu 10 000 francs de la Confédération. En prime de qualité? En prime à la qualité. Pour un petit film de 7 minutes, alors que pour Yvon Yvonne, vous avez reçu seulement 5 000 francs. Puis je sais que vous aviez fait recours là contre en trouvant que 5 000 francs c'était ridicule pour un long métrage. Je m'en souvenais plus, mais c'est vrai. Ouais, Quelle logique il y avait dans ces primes, s'il y en avait une? Ben, ça, c'est toute la logique des commissions qui est débattue inlassablement par des professionnels. Ça continue non plus sur les questions de primes, puisqu'elles ont été abolies, mais sur les questions d'aide à la prod, on donne une part. Alors, à ce moment-là, je pense que c'était très aléatoire, c'est-à-dire qu'il y avait des sommes, il y avait une fourchette, et puis selon, il y avait donc un jury, et puis qu'il jaugeait de la qualité. Alors, voilà, je pense que l'expérimentation de C'était un dimanche en automne a paru beaucoup plus impressionnante que le documentaire, enfin, je vais quand même dire un peu délicat et modeste, on va dire. Mais justement, ce documentaire ayant eu un certain succès à Soleure, ayant eu de la presse, ayant pu sortir, non pas en salle, mais quand même dans des projections publiques, cinémathèques, à Lausanne, je crois aussi, il me semble à Zurich aussi. C'est pas impossible, même encore que là, je suis plus très sûr. Non, il n'y a pas de logique à chercher là. C'est comme dans tous les concours. Il faut admettre qu'il y a une bonne part d'irrationnel, et puis c'est comme ça. Mais bon, évidemment, je ne l'avais pas admis à ce moment-là parce que je ne sais plus quelles étaient les sommes, mais ça paraissait un petit peu ridicule, quoi. Si c'était pour aider à continuer avec 5 000 francs, c'est pas grand-chose. Ça, c'est vrai. À la même période, à la fin des années 60, c'est là que s'est constitué à Genève le groupe 5. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça représentait pour vous. Moi, je pense pas grand-chose, parce que on était dans notre survie à nous les Miloš Film, au milieu d'un certain nombre de gens qui faisaient du cinéma en indépendant, en Suisse romande peu, mais un peu plus en Suisse alémanique. Et le groupe des 5 était une aventure de télévision, même si les gens du groupe avaient la détermination. Justement, ils ont créé le groupe des 5 en disant on va faire chacun notre long métrage, mais aussi dans une économie très différente, puisqu'en principe c'était dans une relation avec la télévision. Ça veut dire spontanément déjà avec un financement qui pour nous était impensable. Donc pour nous c'était une autre histoire. Donc voilà, il y avait des individus qu'on connaissait plus ou moins bien. Bien sûr Michel Souter parce que
voilà, c'était le poète. Enfin, je ne sais plus où on en est dans sa filmographie à ce moment-là. Enfin, oui, il avait déjà fait quelques films. Il a fait 2 ou 3 films, mais c'est clair que La Lune avec les dents, La Pomme, enfin tout ça, ça a de l'importance. Tanner a une position aussi plus politique, donc on le voit presque davantage, même si... Puis alors après, bien sûr, avec Charles Mort ou Vif, ça éclate. Alors les personnes ont beaucoup d'importance, ces deux-là en tout cas. Jean-Louis Roy aussi un peu, parce que lui, il a créé L'Inconnu de Chandigor, c'était ça. Oui. C'est une espèce de folie, un peu film de genre, pas très bien réussi, mais qui avait quand même marqué le coup, quoi. Ça frappait. Goretta était beaucoup plus en retrait, d'ailleurs il a mis du temps, je crois, avant de faire son long métrage. Et puis Lagrange est venu plus tard avec un film moins intéressant. Il n'a pas fait de film, Lagrange, finalement, ça ne s'est pas donné. Il n'a pas fait du tout. Non, parce que alors je pense alors ça a dû être une des fictions qu'il a faites pour la télévision que j'ai assimilé à un film. Ah oui, il ne l'a jamais fait. Non, il ne l'a jamais fait. C'était des gens qui avaient une petite quinzaine d'années de plus que vous. Ça représentait déjà une autre génération ou pas forcément? Moi, je ne trouve pas forcément, mais c'était plus le positionnement, on va dire, socio-professionnel. C'est-à-dire le fait qu'il y ait relation avec la télévision et capacité de production nous rapprochait pas sur le plan de projet. Évidemment, par rapport aux associations des réalisateurs, tout ça, on était ensemble, ça c'est sûr, mais donc on se voyait pas... Bon, ils étaient peut-être plus inscrits dans une vie professionnelle alors que nous on déboulait. Mais moi, j'ai pas le sentiment d'avoir eu l'idée de me dire « Ah, ce sont les grands anciens ou bien les prédécesseurs ». C'est pas comme ça. Quand on se rencontrait, on était quand même assez proches dans les préoccupations cinématographiques. Ou dans des discussions qu'on pouvait avoir. Mais au plan production, on était dans 2 mondes, quoi. Puis pour nous, la télévision était interdite. C'est-à-dire, au mieux, on nous achetait, et encore, des films. Moi, je crois que c'est... mais pourtant, Yvon Yvonne, ça a dû passer en télévision, il me semble. Mais moi, je sais que j'ai dû... Ah oui, non, on nous achetait les films, mais à des prix totalement dérisoires, qui n'ont rien à voir avec ce que les cinéastes sont arrivés à obtenir après, avec le pacte audiovisuel. Non, c'était rien, c'était de l'exploitation pure. Donc, et puis, il n'y avait aucune possibilité d'aller discuter pour dire, nous, on a des projets, on aimerait pouvoir les faire avec vous dans votre secteur fiction. Ça n'existait pas, c'était bloqué, c'était totalement bloqué. Donc, c'est pour ça que ce groupe des 5, il a... Je veux dire, moi, je pense qu'il n'existait pas en tant que groupe des 5. C'est-à-dire, c'était pas une vision politique, c'était pas une vision prospective, c'était 5 personnes qui avaient trouvé le moyen de dire on va pas faire que la télé, on va profiter de cette situation pour faire aussi nos films de cinéma. C'était ça. Et puis ça a donné une qui est sortie totalement de la télévision assez vite, Tanner, Souter qui a quand même quitté pas mal, et puis Goretta qui est parti travailler essentiellement en France. Voilà. Au tournant des années 70, vous avez fait 2 films ethnographiques en lien avec Paul Hugger de la Société des traditions populaires suisses. Est-ce qu'on peut rapidement évoquer la figure de Paul Hugger? Lui, il vous commandait des films en fait. Bon, ça c'est un filon qui est venu par Yves Yersin. Yves Yersin avait travaillé avec un documentariste, photographe zurichois qui, je crois, travaillait avec Paul Hugger. C'est un peu comme ça qu'il a développé sa relation avec Hugger, qui archivait les métiers en voie de disparition. En voie de disparition. C'était les métiers, si je ne me trompe pas, au départ essentiellement. C'était pour avoir la mémoire du geste, des objets, d'une certaine temporalité, des choses comme ça. Donc c'était des films d'ethnographie basique, puisqu'il s'agissait d'enregistrer les processus dans le plus grand détail possible, évidemment sans aucun commentaire et sans son. C'était l'image qui devait documenter effectivement des choses qui
par l'écrit quand même avait de la peine des fois à s'expliciter, puis par la photographie trouvait très vite ses limites, quoi. Donc c'est ça qui se passait. Et hier ça on a fait des paquets, il vous en parlera très bien. Mais avec une rigueur époustouflante, fabriquer des clous pendant 1h20, cling, 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 enfin, moi je trouve que c'est totalement magique, quoi. Il y a des films comme ça qui sont impressionnants. Puis petit à petit, bon, lui, il est resté, je crois, pendant longtemps, il est resté justement sur cette description des choses minutieuses, enfin, en répondant absolument au catalogue ethnographique posé. Et quand on en discutait, ce qui intéressait Yersin, et moi c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est que c'était un terrain d'apprentissage fantastique pour tout ce qui était basique du cinéma, quoi. Le cadre, la démonstration, la relation temporelle. Enfin, lui, il considère, mais moi aussi, le peu de films que j'ai fait, considère qu'on avait le loisir d'apprendre des choses à bon compte, quoi. Ça faisait notre petite université à nous, quoi. C'est comme ça. Alors après, Paul Auguer, là, au milieu de ça, ben voilà, c'était l'opportunité. Et le personnage était assez étrange parce que il avait eu, bon, je sais pas si c'est lui qui avait eu l'idée des films aux arts et traditions populaires à Bâle, mais il y en avait peut-être déjà, mais lui, il a développé ça. Puis il a pris plaisir à donner ce boulot. Il était c'est un personnage, il vit toujours, hein, je crois. Il vit toujours, il doit vivre ici dans la région lémanique, il doit être plutôt dans les Hauts de Montreux, quelque chose comme ça. Oui, quelqu'un m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Il vit toujours. Avec Yves Yersin, vous aviez un peu la même conception du travail. Je parle là vraiment du documentaire. Je pense pas. Je pense pas. Pour simplifier, je pense que Yves Yersin est beaucoup plus manipulateur que je le serais. C'est-à-dire que sa fictionnalisation des choses va beaucoup plus loin. Ses exigences, je dirais, complètes, c'est-à-dire à la fois esthétiques, narratives, etc., font que je pense qu'il va transformer beaucoup plus que je ne le ferais les choses dans un documentaire. On a beaucoup parlé de cinéma vérité, vous vous positionnez comment face à ça? Bon, c'est un mot un peu bateau, hein, parce que voilà, c'est une profession de foi à un moment où effectivement on sort on va dire de l'académisme descriptif des choses, quoi, pour justement les donner à voir. Moi, c'est un peu ça le cinéma vérité. Mais à partir de là, tout est possible. C'est-à-dire, tout est possible, c'est-à-dire que l'observation. Peut-être la seule chose qui n'est pas possible, c'est l'objectivité, ça c'est sûr, et puis la neutralité. Parce qu'on entend souvent de la part de scientifiques dire oui, mais d'ailleurs ça a été le rêve c'était le rêve à l'invention du cinéma de dire on va enfin pouvoir documenter la réalité avec une parfaite objectivité, une neutralité totale. On sait que dès que vous arrivez avec un groupe, une caméra, tout change. Et que donc il faut jouer avec ça. Alors on peut jouer plus ou moins avec, on peut jouer contre, on peut jouer contre les gens avec qui on travaille, on peut les mettre en scène sans qu'ils s'en rendent compte ou prendre leur mise en scène à eux. Enfin, là vraiment c'est infini les possibilités, même si la déclinaison après quand on la voit, elle peut des fois être assez proche. Donc d'une certaine manière je pense que quand on faisait nos documentaires avec Yersin, on n'était pas totalement éloigné. Si Yersin m'a dit tu voudrais pas faire ces films à rétrodition populaire, d'une part il pouvait pas les faire lui, il avait d'autres choses, et puis d'autre part il savait que ça allait m'intéresser puis que j'allais pas trahir le truc, quoi. Mais après j'ai pu voir que sur certaines choses, par exemple les Heimposamenterei, quand il est parti là-dessus, il est parti au plan formel beaucoup plus loin que je ne serais allé, là, en prenant les gens dans des cadres fixes, enfin des choses comme ça que j'aurais pas nécessairement fait, quoi. Mais bon, on s'entendrait là-dessus. Je pense que le donner à voir ou essayer d'intervenir à certains moments le moins possible, c'était un peu dans ma préoccupation documentaire. Mais ou de travailler le plus possible
ouais, en concordance avec les gens avec qui je travaillais, enfin les sujets, on va dire. Parce que dans la fiction, on peut, enfin, c'est typique, Godard travaille contre, quoi. Plus il emmerde un acteur, plus il va obtenir ce qu'il veut, quoi. Ça, c'est sûr. Puis il y a des gens, Michel Souter, lui, si ça pouvait pas être la symbiose complète avec toute son équipe, que ce soit le bonheur, ça marchait pas, quoi. Il pouvait pas faire le film. Alors, en fiction, ça peut se passer. En documentaire, c'est beaucoup plus délicat de jouer ça, c'est-à-dire de jouer sur des tableaux peu clairs, par exemple, ou bien tordus, enfin, de vouloir obtenir des choses qu'on ne leur dit pas qu'on fait, des choses de ce genre. Alors on peut le faire pour de très mauvaises raisons, comme on peut le faire pour de très bonnes raisons, de son point de vue de créateur, toujours. Hein. Mais tout ça, ouais, je pense un peu, je dirais, différencier avec ça. Je pense que, ouais, je pense que c'est... Ces exigences sont extrêmes dans la forme, dans l'obtention du résultat, dans la conduite, comme il l'a pensé ou comme il l'a voulu. Non, enfin, moi, je me suis souvent pris à m'adapter peut-être davantage à ce que j'ai en face de moi, quoi. Je me dis ça comme ça, quoi. Mais s'agissant de ces deux films aussi... Mais ça m'amuse parce que je vous dis ça, puis en même temps, je me souviens quand je donnais des cours à l'ECAL, j'ai pas mal mené d'ateliers documentaires, j'ai énormément insisté auprès des élèves sur la nécessité de fictionnaliser le documentaire. Enfin, parce que en termes de contradiction, la plupart du temps, les gens communément considèrent que le documentaire, c'est le réel. Et de dire à des étudiants, mais ça n'a rien à voir, le réel, il est là. Dès que vous faites un film, c'est plus le réel, c'est vous qui le faites, donc vous fictionnalisez. Donc allez-y, faites-le sérieusement. Donc j'ai énormément insisté là-dessus, étrangement, alors que je me dis que quand moi je travaille, oui, je fictionnalise aussi, mais j'essaye d'être quand même toujours plus proche quand même de cette vérité que je vois, quoi. Voilà. Mais en sachant que c'est un peu sans fin, quoi. Ouais. Je voulais aussi venir au fait que ces deux films sont des films de commande. J'aimerais bien qu'on ouvre le chapitre film de commande. À quelles conditions est-ce qu'on accepte un film de commande? Je vous pose la question à vous. Bah, ça dépend quel bénéfice on peut en tirer. Moi, je vois ça comme ça. D'accord. Je le vois ainsi parce que... Bon, je vous ai répondu par mail qu'il y avait commande et commande, parce qu'il faut déjà être très clair. Il y a longtemps, je ne sais pas si c'est encore... La notion de film de commande était vraiment le film, on va dire, industriel, ou le film pédagogique, ou le film que vous faites pour un commanditaire, ouais, peut-être publicitaire, pour un commanditaire qui vous demande un certain message, une certaine façon de le faire, une communication qui est déterminée. Ça c'est un type de film de commande. Et donc là, c'est clair que quand on accepte ce genre de choses, c'est un métier. C'est pour gagner sa vie, c'est pas pour s'exprimer. À la limite, c'est peut-être pour apprendre des choses, parce qu'on y apprend des choses. J'ai fait des films industriels pour le pharmaceutique balois, j'ai filmé des petites gélules, je suis allé dans des usines, j'ai éclairé des grandes halles avec des ouvrières, enfin tout ça, je n'avais aucun message à porter là-dedans, c'était pas mon histoire. En revanche, j'ai pas perdu mon temps, j'ai pas perdu mon argent, puis je l'ai gagné. Mais en même temps, j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai chaque fois expérimenté des trucs, inventé des choses plutôt techniques, on va dire. Ça, c'est une forme de commande. Et puis il y a l'autre histoire, qui est l'histoire on vous commande avec un certain statut d'autonomie, on va dire. Et puis ça, quelles sont les règles? Je ne pense pas qu'il y en ait. Je pense que le curseur, on le déplace à peu près n'importe où. Mais surtout, je pense que cette question, elle pose l'autre question qui est, enfin, qui n'est pas une question, qui est plutôt une assertion. Souvent, les gens considèrent que le créateur est libre.
Et au fond, les créateurs, en tout cas dans des domaines comme celui-ci, où il travaille avec une masse de gens, où il doit établir un certain nombre de compromis, et où en même temps il est lié à une économie, à tout un tas d'attentes, la liberté est extrêmement relative. Alors, la liberté avec des producteurs, des coproductions européennes, etc., ou la liberté avec un commanditaire, des officiers d'armée suisses, par exemple, pour moi, me commandant un film sur 10 ans, je ne vois pas tellement de différence. Après, c'est la façon dont on négocie les choses avec les uns et les autres, et comment on s'en sort. Et on croit que c'est souvent plus compliqué de s'en sortir avec une association, un groupe, des financiers qui ont des visions un peu utilitaristes, que ce serait plus difficile qu'avec des producteurs, je ne suis pas très sûr, parce que les producteurs sont très intrusifs, les chaînes de télévision sont extrêmement intrusives. Au milieu de ça, vous arrivez à un statut de liberté quand vous avez acquis un peu le maximum de pouvoir. Ça veut dire la notoriété suffisante pour que ce qu'on vous demande, c'est d'être vous. Mais avant d'arriver là, enfin, puis des fois, on n'y arrive jamais. Moi, j'ai l'impression que ça, on ne me l'a jamais demandé. Que j'ai tenté dans certains films d'être moi-même en allant chercher de l'argent et que j'ai essayé de me compromettre le moins possible à ce niveau-là. Mais voilà, je veux dire, comme je ne suis pas arrivé au statut même d'un Tanner, hein, enfin je dis même d'un, chez nous, enfin un Tanner, Schmitt ou des gens comme ça, un Maurer, il y a quelques-uns qui... Mais encore, moi je pense plutôt Tanner, Schmitt par exemple, parce qu'ils sont entrés à un niveau effectivement où la production, les producteurs, les coproductions se mettent ensemble pour vouloir un film de Tanner. Aujourd'hui, sans vouloir rien dire du tout de pas gentil contre lui, parce que je l'adore, je ne pense pas qu'il y ait déjà des producteurs qui veulent un film de Jean-Stéphane Bron. Donc il doit se battre pour acquérir ça. Donc il y aura toujours une masse de gens autour qui vont dire non mais ça il ne faudrait pas le faire comme ça, puis ça ne va pas marcher ainsi, et puis là au box-office ce sera une catastrophe. Donc on est tout le temps là-dedans. Donc la liberté totale. Non, mais la liberté du créateur dans le monde cinématographique, c'est extrêmement relatif. On avait fait le lien quand on en a discuté avec les musiciens, qui depuis toujours reçoivent des commandes au fond. Et puis oui, mais alors là, effectivement, parce que justement, là, quand on donne une commande à un musicien, on lui demande sa musique à lui. Alors, il y a des contraintes chez le musicien comme chez d'autres. Et ça, c'est un autre aspect de la question, c'est qu'il y a des contraintes qui sont extrêmement dynamiques, qui sont toujours très intéressantes. La contrainte pour le musicien, pour lui dire on veut ta musique, mais c'est pour un quatuor, c'est pas pour un orchestre symphonique. Ben voilà, c'est une contrainte. Ou bien c'est justement pour un chœur de jeunes filles, etc. C'est une contrainte. Peut-être que cette personne n'aurait pas d'elle-même composé de cette manière-là, mais puisqu'on lui demande, il va réfléchir à cette façon-là. Dans le cinéma, on a aussi des fois un peu ce genre de choses, mais ouais, la contrainte... Ouais, on peut s'en sortir, mais je pense par exemple au temps que j'ai passé à réaliser des choses pour la télévision. À l'époque, comme c'était un peu... Il y avait le cinéma et la télévision, donc le cinéma était noble, se disaient les cinéastes. La télévision était un peu roturière, comme ça. Et puis les roturiers de la télévision disaient ils se la pètent du côté du cinéma, ils croient qu'ils sont les meilleurs. Et puis les cinéastes disaient mais pourquoi on ne peut pas entrer dans cet endroit, s'ils croient qu'ils sont les seuls à être capables de faire de la télé. Enfin voilà, on était dans des machins comme ça. Mais quand j'ai travaillé pour la télévision, je ne me suis jamais senti pas libre. Parce que j'ai eu à discuter avec des rédacteurs en chef, avec des producteurs, etc. Mais de la même manière que j'ai discuté avec d'autres gens dans le cinéma. La seule chose qui était la contrainte folle en télévision, pour moi, c'était le temps. C'est que le temps... enfin, le cadre temporel était posé avant le sujet,
avant les conditions, avant tout. Alors ça, c'est une contrainte terrifiante, et puis elle vous limite, puis des fois, elle est assez géniale, quoi. Mais puis des fois, on s'en sort, puis des fois, pas, quoi. Mais bon, voilà. Donc cette histoire de contrainte, ça peut être très dynamique, et ça peut ne pas l'être. Là, je pense que Godard, il dit souvent, quoi, moi, je fais un film avec l'argent que j'ai. Je demande pas l'argent pour... Enfin, voilà. Il dit, si j'ai tant, ben, je fais le film pour tant, quoi. Voilà, soyons concrets, quoi. Paul Hooker fait une commande généreuse parce qu'il m'avait donné un petit film à faire que j'ai tourné dans le nord de l'Italie. Il a été content, c'était comme ça que fonctionnait Paul Hooker. C'est le film Migola. Oui, Migola, l'artisan de la pyrolaire. Et il était content, donc il me dit, j'ai un projet dans le Jura vaudois, est-ce que ça vous intéresse? Ok, on va voir les meuniers. Je dis, ok, ça m'intéresse, mais j'avais eu les frustrations de Migola où je trouvais que ce cinéma muet... c'était anachronique, quoi. Il fallait trouver autre chose, quoi. Donc, Hooker me dit, mais vous faites comme vous voulez, mais en ce qui me concerne, moi, c'est ma commande, quoi. Elle est comme ça. Ça veut dire que l'argent que je vous donne, c'est ça, quoi. Et à partir de là, je me dis, je ne veux pas en rester là. Ce moulin, c'est le dernier qu'on connaît ici qui tourne. Il a des bruits, il a de la musique, enfin, il a une musique de moulin, etc. Je veux avoir ça. En plus, je discute avec ce meunier que j'ai trouvé adorable. Je me dis, pourquoi on devrait perdre tout ça? Il y a l'ethnologue Jacques Hénard qui va arriver, qui va transcrire tout le meunier. Mais moi, je veux l'entendre. C'est ça le cinéma, quoi. Mais si je veux faire ça, je dois le produire. Et comme je n'ai pas de structure de production, je dois me le payer. Alors, je me le paye en fabriquant des films industriels justement dans le chimique balois. C'est comme ça que j'ai produit. Et en même temps, ce rêve de créer une production se commence avec Nemo Film. Donc on décide tous que les choses qu'on a en cours, on se les fabrique dans Nemo Film et puis qu'ensuite Nemo Film se chargera peut-être de les diffuser, enfin de passer, enfin voilà, c'est ça l'idée. Quand même, une des frustrations qu'on avait à cette époque, c'était de se dire, d'accord, on est réalisateur, on connaît un peu comment fonctionne le cinéma. Ici, on est relativement libre dans ce pays, hein. On peut être cinéaste quand on veut, comme on veut, on obtient un petit peu d'argent. Mais il n'y a pas vraiment de producteurs, il n'y en avait pas vraiment, ou il y en avait quelques-uns, mais qui visaient au loin. Sans non plus être méchant avec Landry, je pense qu'il a été un producteur d'occasion, mais il n'a pas développé un professionnalisme époustouflant dans la possibilité de continuité, dans le développement du potentiel des gens avec qui il a travaillé, c'est sûr. Et puis, on était toujours à la recherche de ça, de se dire... Miloš Film, c'était un peu la volonté d'avoir un producteur et puis d'avoir une forme associative de production. Et puis, on était un petit peu déçus de ça. Et l'histoire de Nemo Film, c'est avec quelques Uriquois, Yersin et moi, le fait de se dire, on va fabriquer une boîte de production, on va la mettre à Zurich, puisqu'il y a plus de Zurichois. Il y avait un petit peu plus de moyens, il y avait une vision un peu plus urbaine, un peu plus, un petit peu plus business là. Et puis on se disait, on va engager un directeur de prod, il va nous faire le travail, ça va se dynamiser. Je revenais un peu du Québec où j'avais vu qu'il y avait des producteurs qui fonctionnaient comme ça, puis on le savait, quoi. Alors ce que je voulais dire à propos des Moulins d'Evelay, c'est que c'est quand même un film que vous avez produit vous avec Nemo, ou bien c'était justement une commande de Paul Hooker? Non, alors je raconte tout ça parce qu'effectivement c'est à la fois tout, parce qu'on est toujours dans ce genre de truc, entre les choses qu'on veut inventer, qu'on veut tenir, celles à laquelle on ne parvient pas, puis entre-temps on fait les choses. Alors c'est exactement ce truc. Il y a eu par exemple, après le Pays de mon corps, si je ne me trompe pas, est aussi sous l'étiquette Nemo Film, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on commence par se dire on est nos propres producteurs, on se met sous l'étiquette Nemo Film et on développera. Puis on n'a jamais pu développer. Donc le rêve production, on est resté là, mais les films se sont faits. Et puis on s'en est sorti, quoi. Voilà. Et donc chaque membre de Nemo Film travaille sur un projet propre. Et puis, oui. Par exemple, est-ce qu'il y avait du matériel? Non. Non, chez Nemo Film, il n'y avait pas de matériel. Il y avait cette envie de créer un bureau. Je me demande si on n'a pas eu à un moment une secrétaire.
Parce que il me semble qu'on a un peu démarré comme ça. Justement, on voulait coordonner. Ce qui était important en termes de production, puisqu'on n'était pas dans véritablement un business, et pas encore avec des coproductions étrangères importantes, ce qu'on voulait, c'est que par exemple, les demandes de subventions, la coordination de tout ça, c'est une sorte d'administration dont on avait un peu fondamentalement besoin au départ, et c'est ça qu'on voulait mettre en place. Mais en fait, donc, dans ces productions qu'on avait menées déjà isolément les uns les autres, je crois qu'on réservait une part pour payer la structure Némofilm, en espérant qu'elle se développe. Puis après, ça s'est un peu trop éparpillé, puis les projets sont devenus différents, et quelqu'un a créé son long métrage avec un autre producteur, puis tout ça a de la peine à se concrétiser aussi, parce que je pense que tant avec Landry, qui était quand même un producteur, quand j'ai dit d'occasion, ou après à Zurich, le directeur de production, il me semble qu'on a travaillé avec Thys Brunner, il me semble à un moment, qui est devenu ensuite après patron de salle. On n'est pas arrivé à un volume ou à un fonctionnement suffisamment pérenne pour que ça existe. Donc voilà, c'est chaque fois été des amorces de quelque chose qui ne se sont pas développées, quoi. Peut-être parce que voilà, il y avait le manque, on voulait le combler, mais bon, c'est des métiers différents. C'est difficile d'être produit. Enfin, il y a des gens qui sont prod, mais après ils sont prod pour eux-mêmes, ou bien voilà. D'être à la fois prod pour tout le monde, enfin voilà, c'était un petit peu, encore une fois, un rêve associatif compliqué. Vous avez dit que Kiviersin était aussi là-dedans, sinon la plupart des autres c'était des alémaniques. Oui. Quel rapport vous aviez avec la Suisse alémanique? C'était des gens que vous rencontriez à Soleure, j'imagine? Oui, ben on s'était rencontrés dans les premières rencontres de Soleure, c'est vrai, avec Marc Simov, avec Freddy Mourer, avec Sandy Seiler, avec Kurt Glor, etc. Oui. Et bon, on avait d'excellentes relations, c'est-à-dire on avait les mêmes envies, les mêmes volontés, c'était pareil, on va dire, avec des visions un petit peu différentes, parce que le cinéma suisse alémanique, il venait quand même plus des arts plastiques d'une certaine manière. Pas Sandy Seiler, c'est différent, lui il était venu, c'était le documentaire, mais quelqu'un qui était quand même phare comme Mourer, oui, il y avait un côté lié plus à la scène plastique, graphique, alors que chez nous, les gens, enfin, voilà, les gens qui venaient du cinéma étaient d'abord qui voulaient développer de la fiction, c'était pas obligatoirement le cas des Zurichois de l'époque. Plus dans l'expérimental, d'une certaine façon. Radanovic ou même Marco Simov, dans leurs courts-métrages, sont plus à jouer sur les formes. C'était plus dans cet esprit. Donc nous, ça nous titillait beaucoup. Vous avez l'impression qu'il se passait quelque chose d'un peu plus dynamique du côté de Zurich qu'en Romandie à cette époque-là? Mais en Romandie, justement, à part le groupe des 5, on était un peu les seuls. Hein, donc c'était aussi important d'avoir ce rapprochement. Ce n'était pas seulement une histoire de plus dynamique, on s'entendait bien sur l'histoire de se dire on a des visions un peu multiples du cinéma, mais elles s'interpénètrent, quoi. Je veux dire, les Zurichois trouvaient intéressants les projets de fiction, de documentaire. Enfin, moi, il y avait un reste. Enfin, moi, je crois que Mourer a encore dit il n'y a pas longtemps, un des plus beaux films que j'ai vus, c'est Marie Besson, tu vois. Lui-même, il avait une carte blanche à Soleure il y a, je sais pas quoi, 10 ans, 15 ans, il a demandé de projeter Marie Besson. Donc, je veux dire, et moi, je sais pas, je sais plus, je sais plus quel était le film il y avait un film de Mourer qui était un moyen métrage assez drôle, très, très, très plastique au tout début. Et on adorait ça. Enfin, je veux dire, les échanges là, artistiques étaient complets. C'était assez évident qu'on pouvait travailler ensemble, qu'on pouvait lancer des choses ensemble. Après, ça c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que la scène zurichoise s'est développée différemment. Il y a beaucoup plus de monde. La télévision a joué autre chose, beaucoup plus sur le documentaire, alors qu'en Suisse romande, s'est développée la fiction. Enfin, il y a des tas de choses comme ça, quoi. Le Pays de mon corps, donc, qui a aussi été produit sous l'égide de Némofilm, vous m'avez dit une vraie production. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, une vraie production. Mais peut-être que justement par rapport, oui, peut-être par rapport au documentaire,
l'ambition de construire complètement un projet de film avec un sujet complexe, puis après avec une économie et puis une logistique développée. Pour moi, en documentaire, c'est quand même le premier grand, je vais dire d'une certaine façon. C'est un peu ça que je veux dire. C'est pas... Yvon Yvonne, c'est fortuit, puis voilà, moi je déboule, je travaille avec une psychomotricienne, je la regarde, on travaille ensemble, ok, c'est pas un projet qui vient de loin, il se fait comme ça. Les films avec Hooker, c'est pareil, les commandes sont intéressantes, le moulin, c'est une circonstance, c'est du cinéma d'urgence un peu. Le pays de mon corps, c'est avec Agnès Contat, depuis le film précédent, une réflexion sur la relation du cinéma et du corps, on va dire, sur la psychomotricité humaine, sur comment on peut en parler, la montrer, signifier son universalité, enfin des choses de ce genre. Donc c'est un vrai projet de docu complexe, on va dire. Qui a été financé comment ? Qui a été financé comment? Comme ça s'est assez bien passé dans toute la fabrication, tout ça, en général on se souvient quand ça se passe mal, après on se souvient que des problèmes de prod, tandis que là... Vous m'avez dit avoir trouvé un producteur un peu particulier du Non, côté mais de ça c'était Projet. un petit fond, là, un tout petit fond, parce que le reste, je pense que c'est essentiellement les fonds publics, mais ça veut dire qu'effectivement on avait fait Yvon Yvonne, Agnès Contat était reconnue dans son monde, ça allait au plan cinématographique, donc on pouvait avoir des moyens d'aide, canton de Genève, des institutions, la Confédération, je pense qu'on a eu l'aide de la Confédération, il me semble, pour une part là-dessus. Et puis, oui, j'ai dit qu'il y avait un petit fonds venant d'un ancêtre de Madoff qu'on avait sollicité puis qui nous avait donné de l'argent, voilà, genre un peu mécène, quoi. D'accord, ouais. Comme quoi, des fois, il y a de l'argent mal engrangé qui peut servir à des bonnes causes. Ça nous est arrivé, en l'occurrence. Mais effectivement, ça a été... Bon, c'est des productions quand même... c'est 2 réalisateurs, c'est un caméraman, un preneur de son, une script, puis je crois que c'est tout. Puis on fait tout nous-mêmes. Mais sur un temps quand même assez long, puisqu'on est dans des milieux un petit peu complexes et divers, donc ça coûte pas énormément d'argent à fabriquer, quoi. Puis après, on était toujours, c'est un peu la suite de Miloš Film, mais on avait une caméra, salle de montage, donc on avait un peu ces moyens, on se les louait nous-mêmes, mais enfin, ça donnait une plus grande latitude d'utilisation, quoi. Et puis suite à ça, il y a aussi le film et vidéo collectif qui apparaît à la fin des années 70 et dans lequel vous avez aussi un rôle à jouer. Ouais, là on a pris un pari capitaliste plus gros, c'est-à-dire que... Qui ça ont? Hein? Qui ont? De nouveau quelques-uns, mais un peu les mêmes, c'est-à-dire on s'est retrouvés avec Yersin, les 2 Yersin, donc Miguel Stucki, je crois qu'il était là au départ, il me semble, qui lui faisait de la vidéo plutôt ethnographique, choses comme ça avant, ouais. Je sais plus, on était comme ça, 5, 6, 10, Laurent Barbin, l'ingénieur du son. Enfin, c'était un conglomérat de réalisateurs, j'oublie des gens sans doute, hein. Mais là, c'était une opportunité, c'est-à-dire c'était racheter un studio de sonorisation de films qui avait été un peu bricolé à Renan par les éditions Rencontres et qu'ils avaient lâché parce qu'il y avait eu faillite, en tout cas de ce secteur des éditions Rencontres, mais je crois des éditions complètes aussi. Et puis on a racheté ça pour 1 franc symbolique, sauf qu'après il y avait du loyer, de l'entretien, de la maintenance, de la technique, et qu'il fallait tenir, quoi. Donc pour nous c'était de se dire on achète ça, c'est un instrument, on se met ensemble, on essaye de produire. À travers ça, on loue nos prestations, etc. Mais c'est devenu aussi au bout d'un moment très lourd, parce que ça veut dire
faut faire de la milice en termes d'administration, puis t'es pas brillant quand tu es sur d'autres choses. Et puis bon, non, ça en est sorti quand même un moment. Puis il y a des gens, justement, Miguel Stucki s'est révélé quand même un homme d'affaires assez remarquable. Donc il a mené les choses pas mal. Il y a eu Robert Bonner dans le coup. Et puis ça a servi à fabriquer les petites fugues, par exemple. Je pense que les petites fugues auraient jamais pu se réaliser comme elles ont été réalisées s'il n'y avait pas eu cette structure. Parce que ça permettait dans un studio de son de passer des heures et des heures à expérimenter des choses. On était notre propre propriétaire. Ça coûtait plus ou moins plus, mais pas vraiment. Donc voilà, ça permettait d'avoir le temps, ça permettait de reporter des choses. Enfin tout ça, c'était super. Moi j'ai fait quand il n'y a plus d'Eldorado dans ce contexte-là aussi, j'ai dû passer je sais pas quoi, 1 an à la table de montage, quoi. C'était impayable. C'est un film où il n'y a pas de tournage, hein. C'est un film de... C'est un film d'animation, mais c'est un film d'animation où effectivement le tournage a lieu sur un banc titre d'animation, c'est-à-dire un labo, quoi, une caméra verticale sur une table, et puis voilà, un personnage tout seul qui travaille image par image, hein. Ça en fait beaucoup. Et puis ensuite, énormément de montage, non pas pour l'image, parce qu'elle est quasiment tournée, montée, ou à peu près, mais pour travailler le son. C'est surtout ça que j'ai fait en montage. Mais ça aussi, filmer vidéo collectif a permis ça, a permis des tas d'autres choses. Et puis, quand on a voulu le rentabiliser vraiment, on s'est lancé dans la post-synchro de film. Et on a fait pour la télévision des mandats, on a pris les mandats de post-synchronisation de longs métrages, de séries, des choses comme ça. Puis on a développé ça, je crois qu'on a été les premiers à développer ça. Puis après, il y a une boîte à Genève, Aquarius, qui a fait la même chose. Puis ensuite, Mazé, qui se sont lancés là-dedans. Mais à l'époque, post-synchroniser un film, c'était obligatoirement à Paris ou à Milan. Ça n'existait pas ailleurs. Donc nous, on a lancé ce machin, et puis on l'a tenu, donc ça a marché. Alors on va pas aller plus loin, même si votre carrière de réalisateur s'est pas arrêtée au début des années 80. Par contre, j'aimerais quand même savoir si vous avez pu vivre de votre métier. Vous nous avez dit que vous avez encore travaillé quelques années comme typographe, de votre métier de réalisateur. Mais dès après 4 d'entre elles, jusqu'en... ça fait quand 95, le moment où j'ai eu un emploi temporaire à l'ECAL, enfin au DAVI de l'époque, je n'ai fait je n'ai gagné ma vie qu'avec le cinéma. Je n'ai jamais fait autre chose. D'accord. Puis en 95, voilà, il y a le salaire de prof à l'école de cinéma de l'ECAL. Et puis après, un peu parallèlement, mon travail à la Société suisse des auteurs. Mais voilà, c'est qu'à partir de 95 que ça disparaît là. Mais je ne dis pas qu'on en vit super bien, hein, sauf que en se débrouillant, faut pas rêver d'avoir une famille et beaucoup d'enfants, faut pas rêver d'avoir une belle maison et des grosses voitures, c'était en tout cas pas possible et c'était pas mes rêves. Donc dans ces circonstances, je vivais correctement avec des plans sympathiques de location de maisons ou d'appart pas chers, quand même des voyages, enfin des choses comme ça, quoi. Quelle place est-ce que vous pensez que vous avez eue dans le cinéma suisse? Ou quelle place vous auriez voulu avoir? J'aurais voulu avoir une place que j'ai pas eue, là. J'aurais voulu être le plus grand réalisateur suisse de tous les temps. Non, mais bien sûr, puisque je suis venu là en rêvant de fiction. Moi, je me sentais véritablement réalisateur. Je pense que je n'étais pas absolument auteur. Et c'est vrai que la configuration de ce cinéma rendait ça très très difficile. Je me suis ingénié à fabriquer des scénarios quand jamais été fait. J'ai fabriqué des films où j'ai bricolé les histoires. Je pense que j'aurais été infiniment meilleur si j'avais pu travailler dans un système où j'étais le réalisateur, avec des producteurs, avec des scénaristes, etc. Parce que c'est vraiment un métier, c'est vraiment une forme de création que j'aime et
qui me passionne totalement, quoi. Mais le fait de me croire auteur, parce qu'on se le croyait tous, et puis de devoir l'être aussi parce qu'on vous le demande, ça c'est ma réflexion d'aujourd'hui. Je me dis ça c'était des hiatus qui fonctionnaient pas trop, quoi. Alors après le documentaire, oui, je pense que je suis très content de quelques films. Hein. Il y en a 2 ou 3 ou 4 là-dedans que je trouve très bien, petits, moyens, enfin voilà. C'est ça. Donc, ça fait pas une place. Ça fait juste ce que je peux dire sur ce que j'ai fait. Après, la place, je l'ai avec quelques-uns quand même dans une position de pionnier, je dirais, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça, je pense. Je pense qu'il y a des choses qui ont été mises en place, il y a un défrichage qui a été fait, pas du tout par moi tout seul, mais justement par ce côté associatif d'un certain nombre de gens que nous étions, ici, à Genève, à Zurich, qui fait que le cinéma d'ici a pu se développer. Parce qu'il ne faut pas croire une seule seconde que c'est les autorités politiques qui l'ont créé. Il ne faut pas croire une seule seconde que c'est les intellectuels d'un quelconque monde extérieur pensant à la culture qui l'ont créé. C'est uniquement les praticiens qui l'ont créé. Et cette force-là, elle est venue de ces petits noyaux qui ont développé ça, efforcé, poussé, voulu, etc. Donc ça, mais c'est une place collective. Hein. Donc c'est pour ça que je la revendique en disant que ce travail collectif, il a été absolument fondamental, même s'il n'a pas pris des formes militantes, cadrées, de partis, enfin de choses comme ça qui peuvent être facilement identifiables. Mais ça a eu lieu, ça c'est sûr. Ouais. Enfin, voilà, c'est ce que je peux dire sur... Vous êtes actuellement président du conseil d'administration de la Société suisse des auteurs. Alors pour conclure, j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur la SSA et puis en quoi est-ce que c'est quelque chose d'important pour le cinéma en Suisse? C'est vraiment un très gros débat parce que, en quoi, voilà, c'est de nouveau une histoire c'est de nouveau une histoire collective. C'est-à-dire que dans la création artistique, en particulier qui touche, on va dire, enfin pas qui touche, mais qui conduit à des représentations de la création, hein, ça veut dire tout ce qui se passe sur les scènes, et puis tout ce qui va être ensuite, enfin tout ce qui va être par ailleurs représenté par des images qui vont circuler et être diffusées. Dans tous ces domaines-là, c'est relativement difficile d'être créateur, c'est relativement difficile d'en vivre, et surtout de progresser en vivant, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de consciences publiques aujourd'hui ou de marchés sur certains terrains qui permettent à des gens de vivre et de travailler. En revanche, tout ce qui touche justement aux bénéfices de représentation et aux bénéfices de diffusion, si ce n'est pas réglé d'une façon collective, c'est géré par le marché et par le strict business. Et ça, j'en fais alors mon credo absolu, c'est inévitablement au détriment des créateurs. Parce que c'est le maillon faible de toute une chaîne économique. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent à certains moments sans être considérés, c'est des gens qui pour travailler admettent des conditions qui la plupart du temps peuvent être assez désagréables ou faibles ou trop faibles, et qui fait que quand il y a reconnaissance ou succès, la rentabilité est strictement pour ceux qui ont engagé l'argent ou pour ceux qui ont managé les choses. Là, je fais presque un peu le tableau de la culture dans la sphère nord-américaine, mais dans la sphère nord-américaine, il y a des considérations économiques et un marché tel que, en général, les conditions de création sont plutôt bonnes. Dans nos sphères, ce que j'ai dit, c'est qu'elles sont assez mauvaises. Donc, la nécessité d'avoir des rentabilités, et des rentabilités, on va dire, équitables, pour dire les choses joliment, pour les gens qui ont été à la base de ces rentabilités, c'est-à-dire qui ont créé les œuvres, ça ne peut à mes yeux que passer par une gestion collective. Parce que c'est la seule
qui permet une rationalité, qui permet l'engagement de contact à travers le monde, ou tout au moins d'un certain nombre de pays. Donc c'est très fondamental. La préoccupation de toute cette gestion dans une société coopérative, elle incombe aux auteurs, à des auteurs qui veulent bien faire partie d'un conseil d'administration, non pas pour savoir quel va être leur dividende, mais pour savoir comment se gère tout ça, quels sont les paris à prendre sur le présent et sur l'avenir, comment développer les choses. Donc c'est là que je vois un peu une cohérence avec ce que j'ai fait antérieurement. Là aussi dans la vie, c'est arrivé pas tout à fait par hasard, mais presque. C'est-à-dire, j'ai fait partie de cette société. On m'a demandé à un moment, c'est Jean-Jacques Lagrange qui faisait partie du conseil, m'a demandé si je voulais y venir. J'ai dit, bah, pourquoi pas, j'y suis allé. Et puis, je me suis pris au jeu. Et puis, quand le président est parti à la retraite, on m'a dit, ça t'intéresse, parce que je m'étais pas mal impliqué. Puis j'ai dit oui. Puis c'était un moment aussi où je voyais que les projets individuels étaient beaucoup plus compliqués à mener. Je me disais... je fais partie de cette génération sans deuxième pilier parce que le système social suisse fait que, mais maintenant il faut vivre comme on peut. À un moment, je me suis dit, ou bien je me relance totalement dans la production de films et j'abandonne tout le reste, ou bien je fais les choses un peu en parallèle. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je me suis suffisamment pris au jeu où la chose demande une présence quand même assez... trop pointu pour que j'ai pu continuer à développer des projets. J'ai développé des projets, j'ai réalisé encore des projets quand j'étais enseignant, parce que ça c'était un temps très partiel, et partiel dans des fragmentations d'années, on va dire, tandis que là j'ai vraiment, même un temps partiel, je suis occupé sur l'année, ça devient très très difficile de mener des aventures propres, même si on en rêve toujours, ça. Voilà. Merci beaucoup, Claude Champion.